Et bonjour à toutes et tous. On se retrouve en live pour une nouvelle émission, pour l'épisode 3 de la saison 2 de la Bidouille, pour faire le point sur la dernière journée de MSL et surtout, interviewer, découvrir un joueur. Et ce joueur, c'est bien Thibaut Ripert, réceptionneur attaquant de Toulouse, qu'on a la chance d'avoir en live. Comment vas-tu, Thibaut Ripert? Ben écoute, merci, hein, merci, bonjour à tous. Et moi, ça va super. Ça va super, très très bien. Super, et bah, écoutez, bon, on a eu l'occasion d'échanger, quelques minutes avant, donc on a pu un peu faire connaissance. C'est la première fois qu'on se parle en vrai. On s'était déjà échangé par message, mais 1re fois. Bonsoir, Léonome. Donc on va pouvoir tout simplement retracer un petit peu ta carrière. On évoquait tout à l'heure, donc là, tu viens d'avoir d'ailleurs 24 ans il y a 2 jours, donc bon anniversaire en retard. Donc tu as passé, quelques années, à l'Arago, donc c'était ton premier club, hein, finalement, où tu as fait du CFC, où tu as signé ton premier contrat pro avant de rejoindre les Spacers de Toulouse. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, ces années avec l'Arago de Sète? Oui, oui, exactement. Du coup, j'ai passé 5 ans. J'ai passé 5 ans à l'Arago de Sète. Mes 2 premières années, j'étais complètement au centre de formation. J'avais la chance de temps en temps de pouvoir être appelé avec l'équipe première qui était à l'époque dirigée par Patrick Duflot, mon actuel entraîneur. Donc, je faisais quelques piges avec l'équipe première, mais sinon, c'était vraiment concentré sur le centre de formation où j'ai pu un petit peu construire le volet que j'essaye de produire aujourd'hui. Et donc, ça a été des très bons moments. J'ai rencontré des personnes énormes avec qui je peux encore jouer maintenant. J'ai la chance de pouvoir jouer avec Timo Berio alors que bah, on s'était rencontré ma deuxième année au centre de formation. Donc là, c'est vraiment top tous les jours. Et ensuite, j'ai un petit peu plus évolué où il y a eu le départ de David Sossenheimer, ma troisième année, il me semble, qui est parti en cours de saison parce qu'il avait des problèmes de santé qui lui permettaient pas de pouvoir continuer de jouer. Ce qui a fait que je suis monté avec l'équipe première, donc d'abord en partenaire d'entraînement, et puis petit à petit, j'ai essayé de gravir les échelons pour faire mes premières rentrées. Et suite à ça, je crois que j'ai fait une année de plus centre de formation avec l'équipe première. Et ma dernière année, j'avais signé un contrat professionnel où j'avais pu, sur ma dernière année, avoir quand même vachement plus de temps de jeu, où on était quand même assez partagés les trois réceptionneurs attaquants. Et ça reste de très très beaux souvenirs, de très belles années. Parce que du coup, donc ta dernière année de CFC en même temps que pro, c'était en 2023, enfin 2023-2024, et ta saison, professionnelle, enfin ta première, c'était 2024-2025 du coup. Exactement, ouais. Donc alors, le CFC, on l'a pas évoqué, mais tu as quand même remporté, ton premier titre avec d'ailleurs, Timo Berio toujours, le Exactement. duo, inséparable, en 2023. J'ai la date, c'était d'ailleurs, non, j le 21 mai, 3-1 contre Tourcoing. Qu'est-ce que ça t'a fait de remporter ce premier titre, alors que tu étais, très jeune déjà, cette année-là? Ben, C'est, c'était le premier titre que je remportais vraiment. J'avais jamais vraiment participé à de compétitions plus que ça. J'ai jamais été appelé dans les rassemblements nationaux ou quoi, donc j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir faire ce genre de compétition. Et là, durant la première saison où on avait instauré le championnat de CFC pour les centres de formation. Du coup, on avait vraiment un groupe qui était top. On avait une très très bonne équipe. On avait pas mal de mecs quand même dans l'équipe qui étaient avec l'équipe première. Donc, ça faisait un niveau global qui était assez bon. Et puis, c'était simplement énorme. Nous, la compétition, elle s'est super bien passée. On n'a pas été trop trop embêtés par d'autres équipes. On avait vraiment, enfin, tout se déroulait à la perfection. On avait des joueurs à tous les postes qui étaient très confirmés. Et puis en plus de ça, ce qui était tellement agréable, c'est qu'on joue entre copains.
C'était vraiment une bande de potes qui étaient sur le terrain et en fait, c'est comme ça qu'on a joué toute la saison et c'est comme ça qu'on a réussi à aller chercher la victoire. C'est simplement en jouant entre amis, en profitant, en se régalant que bah on allait chercher ce titre et c'était tout simplement énorme. Ouais, bah, c'est vrai que, bah, on retrouve aussi un peu ce sentiment-là de bande de potes à Toulouse. Bon, de toute façon, c'est un peu dans l'ADN toulousain. Donc tu disais tout à l'heure, enfin, il y a quelques instants que, tu jamais participé à un rassemblement, en sélection, nationale. Alors juste pour que les gens sachent et pour que nous, on puisse aussi savoir, à quel âge, tu as commencé le volley, concrètement? Il me semble que j'ai commencé aux alentours de 13 ans. Je devais être ouais, en quatrième, je pense. Où j'avais commencé d'abord avec l'UNSS au lycée, en commençant entre midi et deux en essayant. Et puis ça m'a plu. Donc j'ai continué. Je me suis inscrit dans un club à côté de chez moi. Et après quelques années, j'ai pu aller faire 2 années au pôle de Lyon, au pôle Espoir. Et où là aussi j'ai vécu de magiques moments. C'était vraiment un régal. Et puis ensuite de ça, je suis parti à la 7. OK, donc oui, ça s'est quand même fait assez rapidement puisque, du lycée finalement, enfin l'université, non du lycée, du collège, UNSS. Ouais, tu es vite monté en échelon. Donc tu as signé, on disait tout à l'heure, ta première saison, professionnelle, à l'Arago. Saison où, tu marques, 145 points avec un très beau match, avec 27 points lors de la 14e journée face à Paris. Est-ce que tu t'en rappelles de cette journée et qu'est-ce qui s'est passé pour que tu sois, injouable quoi, tout simplement? 27 points pour un réceptionneur attaquant, c'est c'est pas tous les jours. Ben, c'est inexplicable. Dans le sport, tout peut se passer. Et on va dire que j'étais sur un jour où j'avais la réussite avec moi. Mon passeur l'a assez bien senti. Donc, il me surchargeait un petit peu de ballon. Ça marchait ce que je faisais à l'attaque. J'avais de bonnes sensations. Il y a des jours comme ça où tout fonctionne et il faut en profiter. Et donc là, j'ai saisi le truc. Alors, une saison, individuelle, plutôt pas mal quand même pour une première saison professionnelle. Après, collectivement, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. On a vu, des défaites, pas mal de défaites. On a vu l'entraîneur qui a été, limogé en pleine saison. On a vu des joueurs à la fin de la saison qui disaient que ça s'était pas très bien passé. Cette saison-là, comment tu l'as vécue un peu, toi, personnellement? Alors c'est vrai que ça n'a pas été une saison, dans l'ensemble qui a été, super, joyeuse, tout le temps. On a eu, une bonne série de défaites, ça n'a pas été drôle tout le temps. En plus de ça, on avait des travaux dans notre salle, du Barou à 7 qui faisaient qu'on s'entraînait dans une toute petite salle à côté où on a dû effectuer certains matchs. On avait des matchs qui étaient délocalisés à Béziers, d'autres à Montpellier. Donc, c'est sûr que c'est pas facile de jouer toute l'année sans son public. Parce que ramener des gens à 45 minutes de chez eux pour voir leur équipe de volley, alors certains vont le faire, mais pas autant qu'on l'espérait et pas autant qu'on avait quand on jouait à 7. Donc là, c'était un petit peu compliqué. Après, sinon, personnellement, même si c'était pas toujours tout rose, moi j'ai essayé de voir le bon côté des choses. J'ai essayé de continuer à prendre plaisir avec l'équipe avec laquelle je jouais. J'avais la chance aussi de jouer avec des personnes que j'appréciais fortement. Donc, chaque jour, quand j'allais à la salle, bah, je savais que j'allais prendre du plaisir. Même si on était dans une forme qui était pas ouf, et bah, je savais que j'allais me régaler parce que j'allais être avec des copains. Je savais que j'avais travaillé, donc je savais que j'allais passer un bon moment. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir être assez souvent mis sur le terrain. Et donc, c'était pour moi un petit peu la première année où j'avais entre guillemets autant de responsabilités. Donc moi, à chaque moment que je passe sur le terrain, c'est un plaisir. Et vraiment, bah, je me servais de ça pour avancer, et pour repartir, même s'il y avait une défaite, le lundi à l'entraînement avec les crocs et pour travailler, quoi. Alors tu tu parlais de la salle effectivement, salle que d'ailleurs l'Arago n'a pas encore retrouvée, mais devrait retrouver, en 2026. Donc tu parles de public, de salle. C'est vrai qu'en tant que spectateur, c'est difficile de s'en rendre compte, mais c'est vraiment quelque chose qui peut perturber un joueur, c'est-à-dire de ne pas avoir son public,
de ne pas être dans sa salle, ça a un impact fort sur la performance individuelle et collective d'un joueur et d'une équipe? Ben, oui et non. Mais on le voit, enfin moi je le vois actuellement à Toulouse. À Toulouse, on a la chance d'avoir une salle magnifique avec des supporters qui sont incroyables. Euh, Quand on est dans des moments durs et que tu as tout un public derrière toi qui va se lever, qui va t'encourager, ça t'amène une force supplémentaire. Et c'est vrai que il y a certains moments, quand on était dans une salle qui est à moitié vide, voire complètement, tu as 300 personnes dans les tribunes, et ben, tu vas être 7 sur le terrain, enfin 6 et demi avec le libéro, et tu es un peu que entre vous, quoi. Il n'y a pas de force que tu peux choper de l'extérieur, tu peux pas choper l'énergie de la salle. Donc c'est vrai que c'est pas handicapant, mais c'est une force en moins. Et on le sait que le sport, ça se fait aussi avec le public. Et nous, on s'en sert à Toulouse. Et quand le public est avec nous, c'est sûr que ça pousse à se surpasser et à faire des choses que tu t'attendais pas forcément à faire. C'est vrai, effectivement, le public, a un impact. On l'avait vu lors, des jeux olympiques avec l'équipe de France. Donc après cette, saison, à l'Arago, enfin après même plusieurs années à l'Arago, tu signes, à Toulouse. Belle surprise, pour les fans, de Toulouse et les fans en général, puisque tu avais montré, de belles choses à 7, notamment une bonne stabilité en réception et une belle inspiration en attaque. Donc, c'était une belle surprise de te voir annoncé à Toulouse. Est-ce que, c'était, un choix évident pour toi de rejoindre les Spacers et de retrouver du coup Patrick Duflot que tu avais déjà croisé, quelques années plus tôt? Ben, c'est vrai que le choix, il s'est fait. Bah alors, c'est jamais facile de faire ce genre de choix, hein, parce que quand tu passes énormément d'années dans un club, tu t'y attaches, tu as ton confort, et c'est sûr que c'est pas évident de s'en défaire. Mais le projet sportif à Toulouse me plaisait trop pour pouvoir y renoncer. Il y avait, j'avais la facilité aussi de connaître Patrick, donc je savais comment est-ce que lui fonctionnait, je savais comment est-ce qu'il travaillait. C'est des méthodes qui me vont totalement, qui me correspondent. Donc ça m'a déjà aidé. Et en plus de ça, quand je savais un petit peu la construction de l'équipe à l'époque, comment je savais que ça bossait ici, je trouvais que c'était des valeurs communes avec moi et c'était dans cet environnement-là que j'avais envie de travailler et d'évoluer. Donc ça s'est fait quand même assez naturellement. Tu évoques les méthodes de Patrick Duflot. Alors, quelles sont-elles? Puisque c'est vrai que nous, on n'a pas accès aux aux entraînements et tout, donc on se demande. Non, mais après, on va pas rentrer dans des détails parce que la technique d'un entraîneur est propre à chacun, mais ça va être dans sa manière de communiquer, c'est quelqu'un de très humain, c'est quelqu'un avec qui on reste les joueurs assez proches, c'est quelqu'un qui va nous comprendre, qui va nous accompagner dans tous les moments, et je pense que moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'évoluer avec un entraîneur. C'est vrai que c'est aussi un entraîneur qui fait tourner beaucoup, donc tu es au moins assuré d'avoir du temps de jeu. Le temps de jeu d'ailleurs, il faisait partie des critères principaux de ta signature à Toulouse, c'est-à-dire que tu étais quand même venu chercher éventuellement une place de titulaire, aux Spacers? Euh, Alors, il n'y avait rien d'écrit, il n'y avait rien de sûr. Et encore à l'heure actuelle, il n'y a rien de sûr, hein. On sait que pendant les discussions, je savais qu'on allait être trois principaux sur ce poste, parce que bien sûr, on n'est pas que trois, il y a du monde derrière, hein. Mais on savait qu'on allait être une triplette de réceptionneurs attaquants et qu'il allait falloir justement se faire sa place et devoir bosser pour pouvoir obtenir sa place de titulaire. Mais justement, ça me plaisait. Je savais que je connaissais déjà Pierre Desrouillons avec qui j'évolue au même poste. Wilson, j'avais entendu parler de lui. C'était pour moi un projet qui m'intéressait. Mais il n'y avait rien de posé sur la table au moment de la prise de décision. OK et actuellement donc pour l'instant, le début de saison, les Spacers de Toulouse sont sur une seule victoire. Malgré ça, on a quand même vu des matchs, même s'ils ont été perdus, où il y a eu de très belles choses. Ça s'est joué, sur des détails. Comment tu le vis un peu ce début de saison, avec ta nouvelle équipe? Ben, c'est vrai qu'on n'a pas un début qui est très très glorieux pour le moment, mais c'est une équipe qui est en construction. De jour en jour,
s'améliore sur des secteurs qu'on avait du mal à stabiliser au début de la saison. On arrive match après match à montrer un visage un peu plus féroce et qui nous colle plus. Alors oui, pour le moment, on n'a eu qu'une seule victoire contre Saint-Nazaire, mais on a vu pas mal de belles choses, voire de très belles choses pendant certains autres matchs, et on se sert des très belles choses qu'on fait pour essayer de les garder, et aussi des détails justement qu'on doit peaufiner pour pouvoir travailler dessus toute la semaine à l'entraînement et réussir petit à petit à arriver au niveau qu'on veut et pour pouvoir justement gagner des matchs par la suite. Donc oui, donc tu l'as dit, première victoire face à Saint-Nazaire qui avait pas forcément bien commencé puisque vous avez perdu le premier set. Mm. J'ai pu regarder ce match, et puis ensuite il y a eu un réveil. Heu, Est-ce que ça a permis de débloquer quelque chose, cette victoire, après avoir, bah, du coup enchaîné 2 défaites? Est-ce que ça permet de souffler un coup, de prendre confiance, en plus de gagner à domicile pour le coup? Donc comment tu Ben, l'as déjà, on avait, je pense, collectivement à cœur de se racheter du premier match à domicile contre Nice, où on avait été en difficulté. Ils avaient proposé un très bon match, Nice, et nous, on avait eu du mal à contrer tout ça. On n'avait pas eu trop de facilité à rentrer dans notre match, donc c'était pas évident. Pardon. Et du coup, le match d'après à domicile, c'était important pour nous de se réveiller. Et quand on voit ce premier set où on n'arrive pas encore à se mettre dedans, ben, je pense que ça a fait un petit peu tilt dans la tête de tout le monde. On a essayé de se bouger. On a eu, je pense, une très bonne réaction collective. Et non, franchement, oui, ça a fait du bien de gagner. Alors, on savait que c'était juste une petite étape dans le long chemin qu'on va avoir. Mais ça nous a permis pas de souffler, mais ça nous a permis de nous relâcher quand même un petit peu, de savoir que, ben, en fait, on est capable de très bien jouer. Même quand des équipes en face jouent bien, on est capable de pouvoir rivaliser aussi avec tout le monde. Et je pense que ça nous a servi pour la suite. On a pu réussir à prendre confiance sur certains secteurs et jusqu'à maintenant, ça nous sert. C'est vrai que, bah, du coup, le match, Toulouse-Montpellier, il avait été, diffusé sur beIN Sport, donc on avait entendu les mots de Patrick Duflot qui était quand même plutôt content de ce qu'il voyait et qu'il fallait juste peaufiner certaines choses comme tu l'as évoqué. Est-ce que, selon toi, parce que vous êtes quand même une équipe très jeune, on va pas se mentir, à part Facundo Santucci qui est vraiment le doyen de cette équipe, vous êtes quand même, très jeune. Est-ce que tu penses que, c'est cette jeunesse-là pour l'instant qui vous coûte peut-être certains points, certaines victoires sur les fins de set ou les fins de match notamment? Je pense que, alors je sais pas si c'est la jeunesse, parce qu'il y a des joueurs qui sont, même s'ils sont jeunes, assez expérimentés. On a des joueurs, Pierre Desrouillons, c'est pas le plus vieux de tous, mais il a quand même un long chemin derrière lui. Thomas, ça fait un moment qu'il est dans le circuit. Wilson, qui est avec nous, ça fait aussi un moment. Jules aussi, malgré son jeune âge, il a quand même une expérience derrière lui. Donc je pense que peut-être que l'équipe n'a pas encore confiance en elle. On sait qu'on est capable de belles choses, mais je pense qu'il nous en manque encore un petit peu pour nous prouver à nous-mêmes qu'on est capable de gagner des matchs et qu'on est capable dans certains moments de pouvoir bien gérer les situations, parce qu'on en est capable. Effectivement, vous en êtes évidemment capable. Nous, en tout cas, on avait bien senti le mercato. On vous a pronostiqué haut. Et après, on n'est qu'à la 6e journée, il faut rappeler. C'est-à-dire qu'il reste encore 20 journées, donc rien n'est encore fait pour le coup. Et actuellement, donc après 6 matchs, et d'ailleurs aussi une défaite en Coupe de France face à Paris. Cette Mm. défaite en Coupe de France, donc Léo qui n'est pas présent aujourd'hui, enfin qui est en régie, il était présent là-bas. C'était un match assez particulier puisqu'on sentait qu'il y avait un peu de frustration des 2 côtés. Heu, Comment tu l'as senti ce match de Coupe de France où il y avait une ambiance un peu particulière et qui s'est conclue sur une défaite, un peu amère, hein, on va pas se mentir? Ben, ce match, il était pas évident. On commence très bien, on gagne le premier set de mémoire. Et en jouant un volley qui est bon, en jouant un volley qui est correct. Après, je pense que ben, on n'a pas trop changé notre niveau. Le Paris Volley a augmenté aussi le sien de son côté. Leur pointu a fait un match énorme et on a eu du mal justement à contrer son offensive.
Et je pense qu'on a juste pas réussi à avoir le coup d'électricité qui te remet dedans et qui te refait pousser. Mais oui, c'était un match qui n'était pas évident. On savait que Paris, c'était une équipe qui était forte parce qu'on les avait joués la semaine d'avant. Et oui, c'est sûr qu'une défaite au premier tour de Coupe de France, c'est toujours amer. Parfait, merci, merci Thibaut. Alors il y a quelques questions dans le chat. Alors il y a une question particulièrement drôle, que je vais te poser tout à l'heure. Alors il y a une 1re question, de Fabien, qui demande si, ton nom de famille se prononce avec un T ou sans T, puisqu'apparemment, à 7, les supporters, évoquent, le nom avec un T. Alors, c'est vrai que je l'ai entendu pas mal de fois. Mais non, mon nom, il se prononce Ripper, sans le T à la fin. Après, si vous Et voulez le j'ai mettre, j'ai dit ça va, Thierry Perte en plus en début c'est ça, d'émission, alors je m'excuse. c'est pas grave. 2e question de Touarbé, qui demande quel produit tu utilises pour ta routine coiffure? Ma Donc je pense que routine c'est coiffure, une de tes connaissances, je pense qu'il va te faire une petite blague. je pense, je pense. Je vais garder le secret. Je vais garder le secret. Je vais pas OK, pas de dévoiler, souci. je vais rien dévoiler là-dessus. 3e question de Gâteau Volet qui demande quel débutant t'a interpellé sur ce début de saison, de championnat du coup? Quel débutant? Je pense qu'il veut dire, quel joueur plutôt? Quel joueur t'a interpellé, t'a impressionné sur ce début de saison, Contre qui j'ai joué, du coup, je pense celui qui va me venir à l'esprit, ça va être le Pointu de Paris, je pense, qui a contre nous fait des très belles performances et ça a été pour moi, de par son âge et du fait que je le connaissais pas du tout avant, une belle surprise. une belle surprise et à la fois un peu un cauchemar du coup. Ouais, une belle surprise pour le championnat français. Après, c'est sûr que quand tu es son adversaire, c'est moins drôle. Parfait. Bah, écoutez, si vous avez en tout cas d'autres questions, n'hésitez pas. Tu as peut-être, quelque chose, à dire de ton côté Thibaut Non, bon, ou c'est bon, on a fait, je pense, le tour. Ouais. Pour moi, c'est pas parfait. mal. Il y a alors il y a 2 questions, après on te laissera tranquille, reprendre ta vidéo ta vidéo sur YouTube. Donc il y a Touarbé qui question plus sérieuse cette fois-ci, donc celui qui a demandé pour la coiffure, qui dit, «Est-ce que tu as une façon particulière de préparer tes matchs?» Alors, je sais qu'il y a pas mal de joueurs qui vont avoir des routines particulières avant leur match, mais moi, non. Du moment où je passe une bonne journée, je sais que je pourrai attaquer mon match bien. Donc, je vais juste essayer de passer une journée agréable pour pouvoir arriver au match détendu et prêt. Donc ça veut dire que, bon, si, parce que parfois on se lève parfois du mauvais pied ou, il y a des choses qui font que c'est pas une bonne journée. Tu arrives quand même à faire une transition, à faire la transition pour essayer de passer d'une mauvaise journée à une bonne journée avant d'entamer un match? Ou c'est pas si facile Bah, que moi, comme j'avais pu te le dire avant la vidéo, j'aime bien passer du temps avec mes amis. J'ai la chance de oui. pouvoir jouer avec des personnes avec qui je m'entends très bien. Donc, bah, même si je me lève du mauvais pied, c'est souvent le cas le matin. Non, juste de passer un moment avec eux, de pas se prendre la tête, de revoir un petit peu les consignes. Et après, je suis rarement quelqu'un qui passe de mauvaises journées quand même. Donc, ça va, j'arrive souvent de bonne humeur. Bon, ça va. Et puis dernière question avant de te laisser, donc, question de Léonome. Après l'élimination en Coupe de France, est-ce que Toulouse a dû revoir ses ambitions pour cette saison au niveau championnat? Ou est-ce que, justement, une opportunité de se concentrer sur les playoffs de la MSL? Cette élimination en Coupe de France face à Paris. L'élimination en Coupe de France, hormis les objectifs en Coupe de France, ça n'a rien changé par rapport à nos objectifs de saison. On sait que maintenant, on va pouvoir se concentrer uniquement sur le championnat, donc on va le faire à fond et nos objectifs restent inchangés. Objectif qui est de terminer, dans les 6 premiers ou on laisse quand même, on va dire, une marge en ayant pour objectif les play-in? Ouais, je pense que ce soit sixième ou enfin, on aimerait bien, je pense, arriver dans la moitié haute du tableau à la fin de la saison. OK.
Parfait. Écoute, je vais pas te déranger plus longtemps. Merci, Thibaut d'avoir consacré, quasiment une demi-heure pour cette interview. C'était très intéressant et très, enrichissant. Heu, Désolé, il y avait une autre question, je vais la poser. Je vais la poser, c'est la dernière, mais c'est, Touarbé, donc la même personne, qui t'a posé 2 questions juste avant, qui te demande, est-ce que tu retrouves un ancien C'est toi avec Timo Berio? Tu retrouves un Ah oui, alors non, tu retrouves un ancien C'est toi, donc tu retrouves Timo Berio, donc un ancien C'est toi. Qu'est-ce que ça te fait de le retrouver, bah, du coup à Mais ça me fait Toulouse? plaisir. Après, en plus de ça, je retrouve pas que lui en ancien C'est toi, parce que je suis avec Théo Marsluff aussi, C'est qui vrai. est, qui est notre passeur et avec qui j'avais pu jouer et m'entraîner tout début au centre de formation avant qu'il parte au CN. Mais non, le fait de jouer avec un ancien coéquipier, c'est toujours agréable dans le sens où j'ai des bonnes relations quand même avec un petit peu tous mes coéquipiers. En plus de ça, Théo et Timo sont de vrais copains, donc c'est super agréable au quotidien. Super. Eh ben écoute, donc merci, merci cette fois-ci, de nous avoir accordé du temps. C'était un très bon moment. J'avoue que j'ai un peu la pression, mais ça va, tu su me mettre à l'aise. Bien Donc passé. c'est très sympa et puis, bah, écoute, on va pas te déranger plus longtemps. On va te souhaiter une bonne saison, que de la réussite, pour toi, pour la suite de ta saison et on continuera de te suivre de près, bah, comme tous les Toulousains finalement. Merci à toi Merci à vous. et puis, bah, bonne soirée et pour ceux qui restent pour la suite de l'émission, sachez que l'on va faire une micro pause le temps de setup, la partie micro, donc restez bien présents. Il va juste avoir un petit écran de pause et on se retrouve dans quelques instants. Merci. Non, vous m'avez récupéré là. Voilà, vous m'avez récupéré. Voilà. Je vous mets la caméra, la mienne. Tac. Mais j'enlève celle-là. 2 secondes. Elle arrive. Non, ça c'est moi. Et ça c'est Mario. Merci à vous. Hop. Et voilà. Voilà, voilà. Bon. J'ai l'impression. Ouais, ouais. C'est sûr. Merci à lui. Alors, du coup, moi, si j'étais pas là pendant l'émission d'avant, c'est parce que y a des petits soucis de micro. J'espère que ça vous dérangera pas trop pour la suite de l'émission. D'ailleurs, je vois que le micro a l'air de saturer. J'essaie de régler en même temps parce que bon, c'est ouais, mais je suis pas sûr du gain sur l'émission. Ah là, ça a l'air d'être un peu mieux. Ok. Je vois que ça saturait. Je vous m'excuserai pour ce petit moment. Ah, mais vous aviez plus Mario, je vous ai remis Mario, excusez-moi aussi. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est largement tolérable, bah, c'est gentil. Parce que, honnêtement, en fait, mon ordinateur a décidé de se transformer en avion de ligne. Et du coup, vraiment, c'est une catastrophe. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu ce petit passage avec Thibaut Ripert. Vous retrouverez l'interview dès demain, voire même dès ce soir sur YouTube, ce soir ou demain matin sans faute, pour ceux qui ont raté un bout et qui veulent la revoir. Vous aurez également le replay de cette émission en entier à partir de demain midi, début d'après-midi, fin d'après-midi. Voilà, je vous laisserai aller faire un tour sur YouTube. Je sais pas si j'ai un point d'exclamation YouTube pour vous donner le lien de YouTube dans le chat. Ah si, voilà, vous pouvez aller Ouais, de toute voir. façon, c'est volé Non actu mais donc c'est ça, c'est volé actu, mais vous pouvez aller faire un tour sur YouTube, vous allez voir, il y a les résumés des matchs de MSL de ce week-end par exemple qui sont déjà dessus. Donc vous pouvez aller faire un tour. Et nous du coup on va pouvoir passer à la partie classique de l'émission finalement, le récap MSL, on va parler des matchs de ce week-end, on va regarder un petit peu le classement, l'équipe type, on va se faire des pronostics, logiquement.
sur les matchs qui arrivent. Alors, déjà pour commencer, je nous affiche les résultats rapidement, Mario. Cette semaine, on a eu quand même... attends, je m'ouvre aussi, je me profite de ça pour m'ouvrir le site de la LNV pour avoir les stats. Donc ce week-end, on a eu des matchs rapides, certains, ouais, c'est vrai qu'on a eu qu'un seul match qui a fait 5-7. C'est le match de Toulouse-Montpellier, du coup, dont on a eu l'occasion de parler juste avant, avec une victoire de Montpellier 3-7-2. C'était pas simple ce match, Mario, puisque Toulouse est revenu. Ils étaient menés 2-0, ils ont réussi à revenir pour aller accrocher un tie-break. Alors tie-break qui est perdu malheureusement pour les Toulousains, sans forcément avoir réussi à peser dans la bataille de ce 5e set. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, de cette rencontre ? Bah, franchement, match hyper intéressant des Toulousains, qui montre encore une fois que ils ont le mental. Parce qu'il faut quand même dire que Montpellier a eu 8 balles de match. 8 balles de match qu'ils ont complètement manqué, puisque les Toulousains ont finalement remporté le set. Parce qu'en fait, Montpellier menait 24-21 dans le 4e set, et finalement, c'est les Toulousains qui l'emportent 31-29. Donc franchement, encore une fois, c'est une preuve que les Toulousains ils sont pas à grand chose d'aller chercher des victoires et d'accrocher les plus grosses équipes. On a vu un Wilson Silva complètement incroyable, qui termine avec 26 points et qui a été juste monstrueux. C'est d'ailleurs lui qui conclut le 4e set sur un double bloc. Et 7 blocs dans le match aussi. Ouais. Et 7 blocs dans le match, effectivement. Donc ouais, les Toulousains sont à pas grand chose. Alors effectivement, le tie-break, bon, ça a été assez rapide, puisque les Montpelliérains ont complètement dominé le 5e set. Mais franchement, c'est une bonne chose de prendre un point face à Montpellier, parce qu'on le rappelle que Montpellier est le grand favori de cette saison, avec un effectif complètement dingue. Donc prendre un point quand même contre cette équipe-là, c'est déjà un beau résultat, et Patrick Duflot l'avait souligné après le match. On a vu quand même une belle prestation collective malgré tout, des changements qui ont payé. On a vu Pierre Desrouillons qui est entré, qui a fait beaucoup de bien, puisqu'effectivement, Pierre Desrouillons qui est entré du coup effectivement à la place de Timo Berrios, qui a eu un peu plus de mal à rentrer dans son match, et Pierre Desrouillons a apporté beaucoup à cette équipe. Et voilà, c'est une belle performance toulousaine, malgré la défaite et malgré le tie-break. Ce qu'on retient surtout à la fin, c'est finalement le point gagné, qui permet de ne pas être dernier à la fin de cette journée. Et puis, tu vois, Fabien, il le souligne, il dit Montpellier a aussi du mental, parce que partir sur un 5e set après avoir perdu 8 balles de match, c'est vrai qu'il faut quand même se relever de ça, et en l'occurrence, tu vois, dans le 5e, ils sont partis sur un rythme plutôt très très bon, parce qu'ils gagnent 15-6, tu vois, il n'y a pas eu... Ils ont réussi à repartir dans une direction totalement différente, et c'est quand même à souligner. C'est vrai que ils ont changé de pointure d'ailleurs. D'ailleurs, ça c'est un point. Ils ont changé de pointure pour le tie-break. Ils ont mis Vincent Mathias qui avait fait une très bonne entrée contre le Plessis déjà, sur un match qui avait été compliqué en 5-7 de mémoire. Et là, du coup, ils le font rentrer pareil aussi. Il est rentré un petit peu dans chaque set, mais là, tu vois, il est titulaire dans le 5e, et il a fait des points. Il a fait des très très bons points. Il était un peu sur un nuage sur le tie-break. Donc ça, c'est un bon changement de la part de Loïc Lemarec, dont on avait souligné l'année dernière le manque de rotation. Là maintenant, force est de constater, il faut souligner l'inverse. Très très bonne gestion du changement dans cette fin de match, quoi. Ouais, puis c'est un choix fort de ne pas titulariser son pointu pour un tie-break. Donc 7 décisifs en 15 points, c'est quand même un choix fort qui a fonctionné. Il est vrai, c'est vrai que Simon Hirsch, c'est quand même assez compliqué pour l'instant, ce début de saison. Alors, il faut dire que c'est pas non plus la même saison qu'à Nice, où il avait énormément de ballons. Là, on a une distribution quand même beaucoup plus un peu plus équilibrée. Ouais. Forcément, tu as quand même Lopez, Palacios, et y a aussi, 200 trop. C'est ça. Et il y a aussi un truc, aussi, je pense, c'est que à Nice, il avait aussi l'occasion d'avoir les bons ballons. Tu vois, dans le sens où là, quand imagine, tu as une réception parfaite. Je suis pas sûr que Mathias Sanchez joue tant que ça sur Simon Hirsch, pour le moment. Notamment parce que t'as des très bons centraux, t'as des bons R4 qui peuvent faire le point site, donc ça joue aussi. Est-ce qu'il a peut-être pas un peu trop les biscottes et les fonds de panier en termes de passes? Ça peut jouer aussi, tu vois. Faudrait voir, faudrait que je regarde un petit peu plus dans le détail, faudrait que je fasse une analyse pour voir un petit peu quelle est
qu'est-ce qu'il a comme ballon en vrai exactement contre. Est-ce qu'il est tout le temps contre 2 bloqueurs est-ce que c'est des balles de transition beaucoup aussi, tu vois? Faudrait voir un petit peu la distribution. Enfin, quel est vraiment les ballons dont qu'il peut exploiter. Ça pourrait être intéressant à regarder. Je me ferai un match comme ça où je regarderai dans le détail la semaine prochaine, je pense, pour qu'on puisse en discuter. Ouais, non, mais voilà, globalement, effectivement, c'est vrai que les Montpellierans ont fait preuve d'une solidité mentale après un quatrième set compliqué. Franchement, c'est quand même une belle performance des deux côtés, hein, c'est-à-dire que l'une prend sa victoire logique, l'autre prend un point qui n'était pas forcément simple à prendre, puisque quand même, il faut le rappeler, les Toulousains étaient menés 2-7-0. Ensuite, il y avait 8 balles de match. Enfin, les deux équipes ont réussi à trouver un résultat positif à la fin, alors que c'était mal parti pour chacune des phases. En fait, chaque équipe a eu l'opportunité de gagner le match à un moment donné. Bon, sauf pour Toulouse, le tie-break est un peu compliqué, mais ouais, non, globalement, c'est un résultat positif pour les deux équipes, je pense. Je suis d'accord avec toi. En plus, c'est bien pour Toulouse parce que t'étais à domicile et je pense que, comme il l'a dit tout à l'heure, Thibaut, t'as envie de bien figurer devant ton public. C'est un très bon public, il y a du monde qui vient de voir. Et c'est vrai que s'ils s'étaient inclinés 1-3-0, tu vois, je pense qu'ils auraient eu des regrets. Là, j'ai envie de te dire, t'as donné un peu plus, t'es allé chercher un tie-break. Même s'il n'y a pas la victoire au bout, je pense que les gens étaient contents du spectacle, au moins c'est déjà ça. Il y a eu du spectacle, ça faut le dire. Ouais. 1300 spectateurs. Ouais, quand même, pour un jeudi soir, c'est un chiffre très honnête, hein, honnêtement, parce que c'est pas facile de remplir une salle un jeudi soir. Mario, match suivant, le match du vendredi, qui était un match un peu décalé, un peu avancé, Tours contre Paris. Ça aussi, c'était un beau match entre deux gros pointus du championnat depuis ce début de saison, entre Molotkov et Mujinovic. On s'attendait à ce duel, qu'on n'a pas 100% eu, puisque Nick Mujinovic finit seulement avec 14 points, tu vois, c'est pas dans les standards auxquels il nous a habitués. Alors Molotkov, lui, il a bien envoyé, hein. Il y a 22 points, 4 aces, il y a des patates. Mais le joueur qui a crevé l'écran, Mario, sur ce match, c'est Yaousia Kavogo, qui a été exceptionnel. Ouais, personnellement, moi je t'avoue que je voyais Paris gagner après le premier set. Il faut quand même se rappeler que récemment, les dernières performances de Tours, c'était quand même mitigé, puis il y a eu aussi le changement de coach entre-temps. Donc, tu vois le premier set 25-17 avec un set bien maîtrisé de la part de Paris, qui entame fort. D'ailleurs, Molotkov met 8 points avec 80% d'attaque dans le premier set. Donc, tu te dis, ça va pas être facile de le gagner, ce set-là pour Tours. Et puis, finalement, effectivement, les Tourangeaux qui arrivent, qui entament leur deuxième set différemment. Et ça fonctionne bien avec une meilleure pression au service, avec meilleure défense, offensivement beaucoup plus fort. Donc effectivement, les Tourangeaux qui ont finalement réagi et qui ont mis une belle fessée d'ailleurs. On avait vu un premier set de Tours qui était quand même assez compliqué, pas mal d'imprécisions, pas mal d'erreurs. Tu vois, j'essaie de me remettre les stats rapidement, mais tu vois, il y a un peu c'était un peu friable en reset puisqu'ils prennent quand même 4 aces dans le premier set. Et ils font 42% d'attaque, donc c'est vrai que c'était un peu compliqué pour eux. Là où tu vois, Paris, par contre, elle était presque sur un nuage, hein, dans le premier set. Il y a 63% à l'attaque, du coup 4 aces, 2 blocs, 61% en récep, ils étaient intouchables. Derrière, ça s'est un peu inversé le rapport de force, avec du coup Paris qui a fait un deuxième set vraiment catastrophique, hein, ils perdent 25-11 de toute manière. Et là, c'est là où on a vu un peu les faiblesses de cette équipe parisienne pour le moment depuis le début de saison, c'est que certes, on a de la jeunesse, de l'envie, et on a ajouté de l'expérience cette année avec Jacobsen par exemple, avec François Huet, mais on continue toujours d'avoir, t'as une ligne arrière dans laquelle t'as des jeunes. Et en l'occurrence, Koupinac, il a été en très grosse difficulté presque tout le match, et il sort très tard, hein. On en a parlé, oui, il sort très tard, hein, dans ce match. Le changement arrive. Secrétan, il rentre. Je crois qu'il rentre dans le troisième. Ouais. Il rentre tard. C'est dommage parce que Secrétan. C'était pas. Je rejoins Gâteau Volet. C'est fort. C'était pas forcément meilleur, tu vois, mais il a amené autre chose. Là où on a vu Koupinac avait la tête dans le seau depuis le début du deuxième, quoi. Il a plus rien réussi et il est resté sur le terrain pendant presque 2 sets, quoi. C'est vrai que là. Il est sorti hyper tardivement. Alors que c'est vrai que Secrétan, franchement, enfin,
le match précédent de Paris, on voit quand même Secrétan faire des réceptions parfaites sur balle de match, etc. Le mec est plutôt solide. Ouais, il y a des bonnes choses. De l'avoir fait rentrer beaucoup trop tard. Ouais, il y a des bonnes choses, tu vois, mais Secrétan, il est aussi capable, parce que moi, je l'avais vu quand dans le match contre Toulouse ou contre celui d'avant, c'était qui que j'étais allé voir? Contre l'Arago, contre l'Arago, tu vois, il fait des bonnes choses, par contre, tu vois, qu'à un moment donné, je pense qu'il gère encore, avec sa jeunesse, normal, mais je pense qu'il gère encore assez mal ses temps faibles. Dans le sens où il va rater une ou deux choses, et après, il va enchaîner sur des erreurs. Et là, c'est les moments où souvent, il y a changement. Et tu vois, par contre, ce que je trouve un peu dommage, c'est que, tu vois, Matiasevic, il adopte pas la même philosophie avec Kupinac. Parce que là, Kupinac, honnêtement, on a vu presque 2 sets dans lesquels il a rien réussi. Et c'est pas pour être méchant avec lui, mais si je vais regarder ses stats, ça peut-être que ça joue. Mais regarde, quand je vois son deuxième set dans lequel il fait 0% en récep, 0% à l'attaque, il se prend 2 aces, il se fait bloquer 2 fois, il fait une erreur à l'attaque. Donc voilà, donc on est sur un set où il fait -5 en apport, en termes de apport pur. Et dans le troisième, avant de sortir, il tourne à 40% en récep, ce qui est quand même un peu mieux, mais il prend un ace aussi, et il fait 2 points, il fait 40% à l'attaque, tu vois. Donc, ok, c'était à peine mieux, mais tu vois, quand tu sors d'un set comme ça, où tu fais 0% sur toutes les statistiques, bon, tu te dis, et que tu démarres pas mieux dans le troisième, manque un truc, quoi. Mais actuellement, je pense que Secrétan, il est quand même meilleur que Kupinac. Je pense, ouais. Je pense que ils ont raison de faire des petits changements entre les deux, tu vois. Parce que je pense que Tom Coops est meilleur pour le moment. Il est vraiment, il montre de très très belles choses, Tom Coops. Moi, j'adore. Ah, j'adore. Par contre, c'est impressionnant parce que là, dans le match contre Tours, t'as l'impression qu'il est en train d'exploser intérieurement, qu'il va envoyer l'arbitre valser dans les tribunes, qu'il va balancer, il va mettre une patate à un mec de son équipe, et pourtant, il tourne à des pourcentages, que ce soit en récep ou à l'attaque, alors que t'as l'impression qu'il va exploser, genre intérieurement, c'est une cocotte minute, quoi. Je pense que c'est ça, et je pense qu'à chaque fois qu'il y a un point qui démarre, il arrive à... Ah oui, non mais... Parce que je crois que c'est dans le troisième où il est pas loin d'exploser, et tu regardes les stats à la fin du set, il est à 100% en récep, il a rien raté, tu sais. Et tu sais pas pourquoi. Franchement, Tom Coops, il est pas mal. Hein. Ouais, après, profil particulier. Franchement, voilà, malgré le fait qu'il y ait une défaite et qu'il y a quand même 3 sets où ça a plutôt déroulé côté Tourangeau, ils arrivent à prendre un set face à Tours. C'est quand même le début de saison, c'est une équipe très jeune qui est en quête d'expérience. Ça reste une belle performance. C'est vrai que là, on aurait aimé avoir peut-être un peu plus de points parce que c'est vrai que 25-11 c'est quand même assez violent. Après, tu me diras, et c'est toi, on fait pire, donc on en reparlera tout à l'heure. Mais ça arrive. Donc, bon. Et puis, d'un côté aussi, la performance de Tours, je trouve qu'elle n'est pas non plus très rassurante. Hein. Il y a du. Après, c'est. Et d'ailleurs, ça j'ai envie qu'on en parle parce que Quavogo, il n'avait pas eu trop sa chance avec l'ancien coach. Et là, tu vois, nouveau coach qui n'a pas eu le temps encore de connaître tous les joueurs, mais tu vois, il l'a fait démarrer. Et il est récompensé, hein, parce que... Alors, oui, non, parce que Strello, lors de la Supercoupe, il est quand même sorti au bout de 4-5 points. Et c'est Quavogo qui a pris sa place. Donc, oui, d'accord, mais Quavogo avec... Bah alors là, sur la Supercoupe, mais par contre, sur les autres matchs de la saison, on n'a pas beaucoup vu. Hein. Oui, c'est vrai. On l'a très peu vu. C'était plutôt un duo Suikonen-Strello, avec ensuite Eslinga qui rentre, et Quavogo en dernier. Dans l'ordre. Ouais, c'est vrai. De toute façon, là, entre la Supercoupe et ce match-là de championnat, c'est la deuxième fois où Suikonen n'est plus titulaire. C'est quand même très rare. Donc c'est vrai que... de toute façon, il y a une énorme concurrence sur ce poste. Et là, je pense que Quavogo, tu sais, moi je te l'ai dit par message, je pense que le mec s'est dit, nouveau coach, avec l'ancien, j'avais pas réussi à avoir ma chance, je jouais pas, là faut que je mette tout et je sais que je joue toute la saison. Et je pense qu'il a marqué des très gros points et qu'on va le revoir sur les terrains titulaires, je pense, hein. Parce que là il fait quand même un match. Là franchement, il fait quand même un match incroyable, là, faut pas se mentir. Ah voilà, à la place de Igor Jurisic, je pense que je le fais démarrer au moins pendant 3-4 semaines, sauf s'il fait que de la merde. Hein, mais là, je pense qu'il a pris son temps de jeu jusqu'à Noël, là déjà. Hein. Avec ce match, hein. Il a signé. Je pense qu'avec la pipe qu'il nous a sorti, je pense qu'il a choqué le monde là. Hein. Ah carrément. Ouais, tu m'étonnes. Et ah oui, tu m'étonnes. Et mais du coup, Strello, plus trop de temps de jeu.
On va voir un peu ce que ça donne. De toute façon, il y aura de la rotation dans ce poste 4 parce que il y a de la place. Hein. Eslinga, il est pas non plus intouchable. Franchement, Eslinga, on peut pas dire que. Enfin, tu Après, vois, il y a de la place. Il y a de la place. Ça va bouger. Hein. Ça va moi, bouger. je trouve ça quand même assez sévère de changer un joueur dès le début de match. Je trouve ça quand même très sévère. Même si tu fais un début de match compliqué, je pense que c'est important de te laisser. Mm. Parfois, tu as quand même besoin de temps pour démarrer. Là, tu le fais Ouais. sortir dès les premiers Et- échanges, c'est quand même Et difficile. tu vois, j'avais aussi eu un truc en tête que je t'avais partagé, puisque pour ceux qui ne savent pas, Yausiaka Vogo était un joueur sous contrat du Paris Volley, qui a été prêté plusieurs saisons à l'étranger, notamment en Roumanie, à Galati, à l'Arcada Galati. Est-ce que tu penses pas qu'il s'est dit, c'est mon ancien club, je sais pas exactement la situation, mais est-ce que genre, vas-y, ils m'ont jamais donné ma chance, ou bien ils m'ont toujours envoyé à l'autre bout de l'Europe dans des bleds perdus. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être eu un petit peu d'ego en mode, je vais leur montrer qu'ils auraient dû me donner ma chance, je vais les tarter, quoi. Est-ce que tu penses pas qu'il y a eu un petit truc comme ça? Ah bah c'est sûr, de toute façon ces joueurs-là, quand ils ont l'opportunité de se montrer, il faut qu'ils soient là, et là il a été présent et c'est important parce que finalement c'est ces performances-là qui permettront de définir si tu vas jouer ou pas. Ouais, j'ai vu des comparaisons, là à Tours, il y a eu des flashbacks, hein. Ils sont tous, c'est le nouveau Wenan Baina, tu vois, c'est une évidence de voir cette comparaison, deux Camerounais, les deux ont joué à Douala dans le même club enfin c'est là-bas qu'ils ont commencé professionnellement et tout, tu vois. Je pense qu'à Tours, on se dit, parce qu'on a adoré forcément les passages de Wenan Baina, donc je pense qu'à Tours, on espère que ce soit tout aussi bien, si ce n'est meilleur. Ouais, non, franchement impressionnant, il a été très très bon. À l'inverse peut-être de certains de ses coéquipiers qui ont été un peu plus en difficulté, on pense notamment à Nick Mujinovic. Ouais, match moyen. Ouais, match moyen, ouais, effectivement. Moyen. De toute façon, moi j'ai l'impression quand même que ces derniers temps c'est assez compliqué. Pour lui? Je sais pas, je trouve pas. Ouais. Bon, il a quand même envoyé des parpaings. Je pense que, attends, le mec peut pas envoyer 35 points par match tous les matchs quand même non plus. Sinon, c'est chiant. Puis, je trouve aussi, enfin, on l'a vu un moment, et d'ailleurs, les commentateurs l'ont souligné, mais c'est vrai que, bah, tu vois, il y a peut-être aussi, parfois, Zelko Kovic, il est peut-être un peu frustré et il déverse un peu sa frustration sur ses coéquipiers. Et peut-être que, bah, on l'a vu qu'il avait fait avec Nick Mujinovic, je crois que c'était pendant la Super Coupe, si je dis pas de conneries. Mais voilà, à voir. Mais en tout cas, je trouve que ce début de saison de Nick Mujinovic, il reflète pas le joueur qu'il est, le niveau qu'il nous a montré. Je trouve ça dommage parce que. C'est dire parce qu'on a vu C'est dire parce qu'on a vu quand même des matchs à plus de 30 points, quoi. Donc t'imagines ce que tu dis? Tu vois, genre en mode. C'est ça, ouais. Un match de 37 points, un match plus compliqué. Ouais, ok. Ouais, je comprends ta vision. On va le pouvoir. début de saison, c'est incroyable, mais là, sur les 2-3 derniers matchs, on sent qu'il est un peu plus en difficulté. Ouais. Hein, quand même. Alors, match suivant, Hello Bastien, bonjour, comment tu vas? Simon, oui, on a vu pour Médéric Henry. C'est pas encore fait, c'est en attente, je pense personnellement, ça c'est mon avis, que c'est en attente d'une validation de la LNV vis-à-vis du statut de Joker par rapport à... Comment il s'appelle? L'absence du central, oui. Ouais, je sais plus son nom du Canadien, j'ai déjà oublié. Sinon voilà. Alors match suivant Mario, Arago Poitiers. Alors l'Arago qui continue sa série malheureuse du côté de la salle de Béziers puisqu'ils n'ont jamais gagné, je crois. Ils n'ont pas gagné un match ils ont pas gagné un match à domicile. Alors on le sait, c'est pas un vrai domicile depuis novembre de l'année dernière, c'est ça? Quelque chose comme ça, non? C'est quoi? Oui, c'est ça, ouais. Ça fait presque un an. Ça fait un an en fait qu'ils n'ont pas gagné. C'est le 4 novembre, je crois, une connerie comme ça. Bah ça devait être contre Poitiers, non? Je pense. Non, c'était contre le Plessis qu'ils avaient gagné, je crois. Ok. Parce qu'ils avaient gagné contre Poitiers et contre le Plessis, après plus rien depuis. Donc vous imaginez un peu. Les supporters de l'Arago qui déjà doivent se déplacer, mais ils font la route. Bah déjà il n'y en a pas beaucoup qui viennent parce qu'il l'a dit tout à l'heure, Thibaut, c'est pas simple de faire 45 minutes de route, d'aller dans une autre salle et tout. Enfin c'est quand même pas. Il y en a qui le font et bravo à eux d'ailleurs, hein. Bravo aux supporters de l'Arago qui font les déplacements, etc. Franchement vous avez du courage et continuez de soutenir votre équipe, ils en ont besoin. Mais c'est sûr que la situation elle est compliquée parce que tu joues toujours pas vraiment à domicile. C'est censé revenir début 2026. Je pense qu'ils sont tous impatients là parce que c'est compliqué. Là tu fais un match dans lequel tu vois pas vraiment. Enfin allez, c'est pas si horrible hein, dans les deux premiers. Moi je l'ai vu ce match.
C'était pas si horrible dans les deux premiers. Non, mais dans les deux premiers, ça allait. Ça allait. Même si, là, je vois que dans le premier set, par exemple, tu tournes à 24% l'attaque. Bon, ça reste compliqué. Et dans le deuxième, tu tournes à 40%. Voilà, c'était un peu mieux dans le deuxième. Le deuxième, tu fais un bon set, hein, honnêtement. Tu vois, je vois 68% en réception, 40% à l'attaque. Bon, c'est pas un scandale. Mais t'es en dessous. En tout cas, t'es en dessous. Bah, je pense que... attaque dans ton match. Ouais. Non, c'est compliqué. Bah, Tristan Schlinger, tourne à 25%. C'est très compliqué d'avoir ton pointu qui est aussi bas en pourcentage. Hugo De Leon, ça m'embête parce que j'adore le joueur, j'adore la personne. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut ouvrir un peu le sujet de... Certes, il apporte énormément au collectif, par son attitude, par son envie. Tu vois, il tire énormément le groupe. Mais par contre, individuellement, sur le terrain, ça reste assez compliqué quand même, ce début de saison de Hugo De Leon, je trouve, non ? C'est vrai qu'on a quand même trouvé pas mal d'excuses, hein, mais plus ça va, plus c'est... J'ai pas envie d'ouvrir ce dossier, tu vois, vraiment ça m'embête, parce que j'adore Hugo De Leon, franchement. Après, de toute façon, ça remet pas en cause sa personnalité. Non, ça certainement, bien sûr. C'est vrai que c'est quand même assez compliqué. Alors, la saison en même temps, c'était assez difficile. Ça a fini. Ouais, le début était très très bon. Ah oui, le début était très très bon. Et après, ça a vite découlé. Après, le problème qu'ils ont aussi un petit peu du côté de l'Arago, c'est que Hugo De Leon, c'est ton réceptionneur. C'est ta stabilité en récep. Alors que si tu veux faire rentrer un autre joueur, c'est Lorenz Karlitzek, et on l'a vu. En récep, c'est dur. Lorenz Karlitzek, en récep, il a du mal quand même. Hein. C'est un très bon joueur offensif, mais après, réception, c'est compliqué. Ouais, non, il était malade, ça n'a rien à voir. Et je suis pas sûr que t'es... Enfin, Romain Capet peut... Mais, tu vois, le problème, c'est que... Romain Capet est bon. Mais tu vois, et au final, tu te retrouves avec ton meilleur R4, celui qui finalement a le meilleur niveau de jeu, c'est Nomartila, parce qu'il tourne pas trop mal à l'attaque. Et là, tu vois, par exemple, sur ce match, c'est un réceptionnaire, il tourne à 65%, 23 ballons, très bon match, tu vois. Mais c'est un peu dommage, finalement, que tu te retrouves dans cette situation où t'as normalement un trio qui doit être plutôt très solide, avec Hugo De Leon qui est ta stabilité, un peu un équivalent normalement d'un Thibaut Toral à Narbonne, tu vois, le joueur qui va t'amener de la sérénité, qui va te driver ton groupe, que ce soit en réception ou offensivement, dans les moments où t'en as besoin. Alors il l'a fait, hein. Tu vois, il l'a fait contre Paris, quand il gagne dans le tie-break. Honnêtement, il fait pas un super match avant ça. Tie-break arrive, c'est lui qui joue, tu vois. Et ça, top. Par contre, le problème, c'est que tu vois, t'étais censé avoir un Noah Martilla qui était un petit peu ta jeune pépite et tout. Et là, en fait, il y a un peu que lui, et je trouve que ouais, c'est compliqué à jouer. Fab qui nous dit: ce match de l'Arago, je vois aucune grille de lecture pour l'analyser. Un match au centre pour Raph sans engagement. C'est ça, on a senti une équipe qui avait pas non plus. Tu vois, Gage Worsley, il fait pas un bon match non plus. C'est peut-être un de ses pires matchs depuis. Enfin, c'est, je pense, son pire match depuis le début de la saison. Une telle défaite avec un tel score, c'est que collectivement, c'était vraiment pas bon. Ouais. Du tout. À l'inverse, vu qu'on a fini de parler de négativité, Poitiers, beaucoup d'envie. Moi, j'ai adoré Poitiers. Cobrine, il se bat. Tu vois, vous avez un point que j'ai mis sur les réseaux sociaux là, où Cobrine il finit dans les panneaux LED, mais côté Arago, et puis ensuite il revient, il court, et il refait encore une défense alors qu'il revient des tribunes et des vestiaires là. Donc non, ça montre bien l'image de ce match, notamment en plus on a deux très bons jeunes. Hein. Là, Thomas Pujol, il est en train d'exploser l'écran. Il crève l'écran, Thomas Pujol. Thomas Pujol, il est incroyable, hein. Gros début de saison. 8 blocs il a mis, Thomas Pujol. Et du coup, d'ailleurs, Tristan Schlinger prend 4 blocs. Je pense que les 4, c'est... je pense que c'est Pujol qui lui met les 4, tu vois. Et il a mis... Par contre, vraiment, Thomas Pujol, il fait un début de saison. Déjà, la saison dernière, il était vraiment bon, mais alors ce début de saison, là, c'est très, très fort. Je pense qu'il a installé un cheat. Voilà, bien sûr. Et Simon Gilles. Simon Gilles qui finit le match avec... Simon Gilles qui finit le match avec 6 aces. Il finit avec 6 aces. Mais on l'avait dit. Attends, moi c'était mon joueur à suivre. J'avais dit, franchement, la situation, vu comme elle est, avec la blessure de Chaboissan, l'arrivée d'un joker et tout. Attends, Simon Gilles, les 2 premiers matchs, peut-être qu'il commence pas titulaire. Et c'est comme ça qu'on l'avait annoncé. On a dit, par contre, après,
Le moment où il va lui donner sa chance, il va la prendre et on le revoit plus sortir du terrain. Et là, il crève l'écran. C'est trop fort aussi. Thomas Pujol, révélation de ce début de saison. Je suis d'accord avec toi, Bastien. Et franchement, en fait, si tu me demandes 2 révélations, je pense que je mets Thomas Pujol et Simon Gilles. Pour moi, c'est les 2 révélations en termes de jeunes français de ce début de saison. C'est les 2 qui m'impressionnent le plus, avec Joévin Wabala aussi, qui est quand même aussi très impressionnant dans ce début de saison en termes de jeunes français. Ouais, puis ce qui est bien, c'est qu'ils ont tous leur chance. Et tu vois, Simon Gilles qui termine pour la 2e fois MVP d'un match. Ouais. Oh, attends, il a été très monstrueux. Il a été monstrueux. Puis en plus, tu vois, quand je vois, il a fait des énormes séries parce qu'il finit avec 6 aces, mais il fait 29 services dans le match. Si tu prends son deuxième coéquipier qui en fait le plus, c'est Simon Magnin. Il en fait 15. Donc ça veut dire qu'il a quand même fait des vraies séries, hein. Puisqu'il a 14 services de plus que le deuxième de son équipe, tu vois. Il a passé un moment derrière la ligne de service, Simon Gilles, et il a fait un bien fou. Pour Chaboissan, c'est mort. Non, pour Chaboissan, c'est pas mort, c'est pas fin de saison du tout. Il va revenir petit à petit et tout. Là, il continue, il s'entraîne avec l'équipe, hein, de toute manière. Enfin, il est en reprise, réathlétisation. Après, je crois que par contre, il est dans le groupe. C'est un contrat de 2 ans ou 3 ans, et je crois que ça s'est remis. Oui, en plus. Ah, ça peut-être. Ça faut voir, mais ça, je sais pas. Par contre, je crois que ça s'est remis en question. Par contre, c'est pas une fin de saison, ça c'est certain. Il est encore dans le coup. Comment tu vas faire parce que Simon Gilles qui te fait gagner des matchs. Là, ça va être une situation un peu comme une situation comme on avait eu à Montpellier il y a 2 ans avec Amir et Raphaël Corr. Et j'espère que Dan Lewis fera le bon choix, puisque avec Amir, ça avait selon moi pas été le bon. Alors j'espère qu'on verra un peu plus les deux. Après, on le sait que Dan Lewis, c'est le genre de coach qui fait beaucoup tourner. Tout le monde a un peu sa chance, tout le monde a ça. Alors même si Chaboissan reprendra une place de titulaire, ce qui est possible, à l'issue de quelques matchs de reprise, pourquoi pas. Mais par contre, je peux t'assurer que vu ce qu'il a montré Simon Gilles, je pense qu'on le reverra quand même, dans tous les cas, même s'il n'est pas titulaire sur certains matchs. On le reverra. Oui, puis de toute façon... J'ai confiance, j'espère, s'il te plaît, Dan Lewis. Si à la limite, Chaboissan revient et que Simon Gilles a beaucoup moins de temps de jeu, il y a forcément un club qui va se positionner dessus, parce qu'il est trop fort, Simon Gilles. Ah, ben c'est sûr. Et d'ailleurs, Fab qui dit... Fab qui dit c'est top, on connaît les 2 futurs départs pour la Pologne en 2026-2027. Ah, c'est vrai que Thomas Pujol, il va peut-être attirer des... Ouais, Thomas Pujol, il va attirer des yeux. Simon Gilles, je pense que je lui souhaite peut-être de faire, si jamais il veut partir de Poitiers, même si selon moi, si jamais il décide d'abandonner le projet Chaboissan sur plusieurs saisons, je pense qu'il faut garder Simon Gilles et que c'est lui ton passeur titulaire l'année prochaine, tu vois. Faut essayer de le garder. Hein. Faut essayer. Je sais pas si t'arriveras, parce que c'est sûr qu'il va avoir des offres aussi. Regarde, Amir avait eu des offres, il avait décidé d'aller à Tourcoing, de rester quand même 1 an de plus en France, mais même s'il avait sûrement eu des contacts de l'étranger, tu peux être certain que Simon Gilles, vu ce qu'il montre, il va avoir des contacts aussi. Hein. Ouais, et puis en plus c'est un passeur moderne, c'est-à-dire qu'il est grand, il est très bon serveur, bon bloqueur, très bon serveur aussi surtout. Et ça compte. Hein. C'est un joueur qui reste pas passif, il est offensif, il peut te mettre des points à l'attaque. Franchement, c'est un passeur moderne, quoi. Genre, c'est le type de profil que les clubs cherchent. Tout à fait. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi. Match suivant. Pour avancer un petit peu, Plessis-Robinson-Cannes, match expéditif, hein, puisque les Robinsonnais gagnent pour la première fois depuis un long moment un match 3-0. Je crois que tu avais mis le post, ça fait super longtemps qu'ils n'avaient pas gagné. Voilà, donc ça fait presque... Ouais, ça fait... Attends, donc pas la saison dernière, donc en fait ça fait plus d'une saison entière qu'ils n'ont pas gagné un match 3-0. Ouais, c'est à domicile, hein, quand même. Ok. Bah, je suis tout à fait d'accord avec toi, Bastien. Pour conclure ce sujet, avant d'aller en Pologne, il faudrait qu'il fasse quand même une saison de confirmation dans un club français qui jouera la Coupe d'Europe. Je suis d'accord avec toi, et ça fait un parallèle très très clair avec ce qu'a fait Amir, hein, au final. Donc. Amir, il a eu le cheminement. Après, Bastien, Poitiers joue la Coupe d'Europe cette année. Quand même, hein. Donc. Et ça va commencer dans pas très longtemps, puisque c'est que dans quelques semaines là, la Coupe d'Europe, donc il va pouvoir dans 2 semaines contre le Panathinaikos. Donc on va voir, hein, parce ce sera lui le titulaire sûrement. Alors, Plessis AS Cannes, victoire 3-0 des Robinsonnais, MVP du match Maxwell Elgert, grosse rencontre encore une fois de Joévin Wabala, de Nathan Canovas, Brett Wallman aussi qui a montré des très belles choses. Il y a du gros service, Mario. De la part de l'américain.
Match magnifique des hiboux. Magnifique, belle prestation collective. Maxwell Elgert, super match. Mais c'est vrai qu'en vrai, n'importe qui aurait pu être MVP. C'est-à-dire que Joevin Wabala, très très fort. Mais pareil, Willman, super fort. Même le commentateur du match pensait que ça allait être lui le MVP. Donc n'importe qui aurait pu être MVP. Un match fantastique de Julien Debesse, qui aurait pu être dans le formulaire de l'équipe type, parce que franchement, bon, après il se prend 3 aces, mais franchement, hyper solide en réception. C'est Puis il y a des belles de défenses aussi. réception. J'en ai vu, il y a a été solide. Le point qu'on a mis aujourd'hui sur les réseaux sociaux, là, sur TikTok, les réels, etc., il y a des belles défenses aussi. Il est pas. Il y a un bon bloc def, on va pas se mentir, il y a un très bon bloc def. Ouais. Et de toute façon, il y a tellement de sérénité, c'est calme. Mais c'est ça. C'est une équipe, ça se voit. Mais c'est une équipe, ça se voit, ils s'entendent bien, ça tourne bien. Raphaël Pascal, pour moi, c'est le capitaine. C'est le leader. C'est son rôle, ça se voit, il est fait pour ça, mec, ça tire tellement le groupe. Ça marche tellement bien, c'est parfait. Franchement, c'est parfait. Et là, tu vois, en plus, les Romassonnais qui sont quand même en train de faire un très très gros début de saison, puisqu'ils ont fait quoi, 4 victoires et 2 défaites sur le début de saison, je crois. Ils sont 4e, 5e, un truc comme ça dans le classement. C'est très solide. Et ils ont perdu sur blessure quand même Marine Dukic, qui va pas tarder à revenir, si je me souviens bien. On est sur un retour très prochain. D'ici quelques semaines. Enfin, il avait dit un mois, donc à voir. Ça partait d'un mois, on était sur une absence d'un mois en théorie, mais bon, ça peut évoluer. Mais franchement, qui aurait imaginé un tel début de saison avec 5 victoires si on comprend la Coupe de France et seulement 2 défaites. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que collectivement, c'est tellement fort. Moi, franchement, Julien Debesse m'a impressionné. En fait, là, il y a eu beaucoup de réussite aussi. De quoi ? Beaucoup de réussite côté Plessis-Robinson. Mais il en faut, Il en faut. Et aussi, ça le comble, ça joue. En même ça temps, le plaît. Alors, elle est petite, cette salle, mais ça le plaît quand même, et c'est pas toujours le cas. Cédric Loget, meilleur entraîneur de Liga, j'y pense depuis 3-4 ans. Je pense que cette année, faut voir un petit peu, parce que là, on est qu'à la 6e journée, il y en a 26 à jouer. On est un peu tôt. Mais là, on est. Enfin, c'est facile de faire un parallèle. Pour moi, Cédric Loget, il est en train de nous. De quoi ? Je pense que c'est lui qui a construit son équipe, donc franchement, pour la construction de l'équipe. Ouais, bien sûr. Mais de toute façon, on voit que Cédric Loget, il est un peu sur les bases de ce qu'on avait vu faire Patrick Duflo les saisons précédentes, avec un effectif jeune, excitant, cool à regarder, bonne ambiance. Tu vois que le groupe se fonctionne bien. Donc franchement, c'est top. Nato Canovas, on en parle un peu. Bah franchement, Nato Canovas... Alors Nato Canovas, je trouve qu'il a pas passé un palier bizarrement, dans le sens où alors il s'inscrit dans un collectif qui marche très bien et lui il fonctionne très bien, mais je vois pas encore de différence par rapport à la saison dernière dans lequel ça se passait pas top collectivement, je veux dire, ils ont pas gagné beaucoup de matchs. Lui était très bon, et là cette année je le trouve un peu moins bon que l'année dernière, mais il s'inscrit aussi dans un collectif qui fonctionne mieux dans la globalité, donc il a forcément un peu moins de choses. Enfin voilà, c'est pas le seul joueur presque. J'ai envie de te dire. À 21 ans, c'est vrai qu'on s'est habitué à ce qu'il soit trop fort, parce qu'il y avait que lui qui était trop fort. Là maintenant, mais c'est quand même censé. Ouais, mais là maintenant, vu que t'as joué Joevin Wabala à la pointe et pas Platax, c'est censé être théoriquement ton joueur, ton arme numéro 1. Et je trouve qu'il a pas exactement ce statut. Après, c'est parce que Maxwell Elgert, il distribue. Ah oui. Pareil, c'est une je vous fais le parallèle. Wabala a 22 ballons, Waldman 20 ballons et Canovas 21. On est sur une distribution très 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 clean. Donc c'est pas mal. Il y a Elgert, on va se mentir. En plus, il a une qualité de service, franchement. C'est ça. C'est le paradis pour le Plessis, c'est facile en même temps quand ça roule, tu joues dans un club sans pression. Bah là, c'est sûr que là, il n'y a pas de pression. Attends, vu les performances et les objectifs, je pense que là, ça joue. Oui, mais là, attends, t'as déjà pris combien de points ? Non, je pense pas. Mais honnêtement, t'as déjà mis une belle pièce dans la machine pour te maintenir là. T'as déjà fait un bon départ.
Et non, je suis curieux de voir jusqu'où peut aller cette équipe du Plessis. Est-ce qu'elle peut tenir sur la longueur, parce que ça va pas être simple non plus. Faut voir aussi le cas Platax, parce que Platax il est blessé. Pour moi, c'est pas une fin de saison. Léo, je vois ta question, mais c'est pas une fin de saison. Comment est-ce que tu vas gérer Léo, c'est magnifique ça. comment gérer son retour quand il reviendra? Comment est-ce que ça se passe dans le collectif? Est-ce que Tu laisses Wabala, hein. Allez, si Wabala il performe, tu le laisses. Hein. bah, je pense que Je veux pas- de toute manière sur le début. Non, mais de toute façon, je sais que ça va se passer comme ça. Sur le début, quand il va revenir de blessure, il sera pas titulaire, mais il aura des entrées en jeu sur des moments, parce que Wabala J'aime reste bien, un très j'aime jeune joueur. Wabala, il a des trous. Mais tu vois, je pense que le Plessis, si c'est bien géré, peuvent avoir une équipe encore meilleure, parce que Joevin Wabala est très fort, mais il a des passages dans lesquels ce serait pas mal d'avoir un remplaçant pour l'aider un peu. Tu vois, pour lui donner des passes, les moments où il peut. Ok, t'es dans une phase descendante, va te reposer 2-3 points, changement de pointu, tranquille, tu vois. Et en même temps, Platax, c'était un peu pareil. Donc si c'est bien géré, si c'est bien amené, si dans le collectif ça apporte pas de tension, parce que c'est vrai que ça peut être le cas aussi, il faut que ça soit bien fait. Cette équipe du Plessis le retour de Platax peut améliorer cette équipe du Plessis, je le pense. Wabala a pas l'air. Quand tu vois qu'il a mis un gros ballon dans la tête de je sais pas qui, qu'il est venu s'excuser 3 fois. Ouais, de Massimino. C'était Massimino. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et côté Cannes, un match un peu plus compliqué, franchement. Ils n'ont pas été mauvais. Ils ont été dans le match, je trouve. Ils n'ont jamais été si loin que ça. Mais il y a manqué ce petit détail, ce petit moment de réussite, ce petit moment où tu as le public qui te pousse à la fin pour aller chercher les derniers points dans le Money Time. Je sais pas ce que donnent les stats parce que j'avoue j'ai pas regardé. Bah, mais il y a quand même pas mal de fautes. Hein. Oui, il y a un peu de fautes. Après, il y a quoi? Il y a quand même il y a 18 fautes au service, t'en fais 6 de plus que les adversaires. Et à l'attaque, tu fais 5 fautes, les adversaires en font 3. C'est pas un choquant non plus, mais t'as fait un peu plus de fautes, c'est vrai. C'est vrai. Puis je sais pas, mais il y a un moment où il y a un ballon qui tombe, personne le prend. Enfin, c'est un peu à l'image du match, c'est-à-dire qu'il y a voilà, c'est un peu compliqué. Les centraux, c'est compliqué. Ouais, collectivement, c'est pas ouf. Bah, pas moi, ouf. moi j'attends mieux de Kietzinski. Parce que pour le moment, il a pas montré le niveau attendu. Movinkel, c'est très bon par contre. Movinkel, c'est très fort, je trouve. Pour que le pointu puisse mettre ses points, il faut aussi qu'il y a la passe derrière. On voit quand même pas mal de passes derrière lui. Et ça va pas être facile de les jouer, ces ballons. C'est vrai. Mais aussi, la réception sur la bonne. C'est vrai. La réception pas trop je trouve. Non, donc, ça va. Mais à voir pour Cannes, pour le moment, il y a encore des trucs à travailler. Ça se voit, c'est une équipe qui a du potentiel, mais qui a vraiment besoin de se trouver. C'est de ouf. C'est ça, mais c'est une équipe, ça se voit, ils n'ont pas la relation entre eux encore, et ils ont besoin de se trouver, de chercher les automatismes et tout. Donc je pense qu'il faut leur laisser un peu de temps, même s'il va falloir quand même prendre des victoires. Et essayer de voir un progrès, parce que pour le moment, sur les 6 premiers matchs, j'ai pas vu vraiment une grande différence entre ce match-là qu'on a vu contre le Plessis et le match, par exemple, qu'ils avaient perdu contre Poitiers, je crois que c'était en deuxième journée, tu vois. Ou Saint-Nazaire, je crois, aussi, contre qui ils avaient perdu, si je me souviens bien. Bref. Mais en tout cas, c'était pas... Je trouve qu'il n'y a pas encore... c'est pas encore top. Il y a mieux à aller chercher. Mario, match suivant, on va aller du côté de Chaumont. Alors, est-ce que les play-ins n'ont pas modifié la nature du championnat? Quelque part finir au 6ème ou 10ème, c'est même... Ouais, c'est vrai. C'est vrai, Fab. Il y a entre 7 et 10, c'est sensiblement pareil. Il n'y a qu'un avantage, c'est l'avantage du terrain, quand tu finis 7ème ou 8ème. Mais c'est vrai que ça ajoute un tout petit peu plus de place pour aller gratter des playoffs, dans le sens où c'est encore plus important d'être bon à la fin de la saison plutôt que d'être bon maintenant, puisque même si tu finis 10ème, tu peux encore aller en playoff et aller chercher un titre. Donc, on verra, je pense, mais... Après, le Plessis, je pense pas qu'il visait des play-ins. Hein. Le Plessis, je pense qu'ils aient objectif début de saison, se maintenir, et en fait, comme tu l'as dit, Fab, ils cherchent pas à gagner, mais à monter une équipe, et c'est ça qui les fait gagner. Et du coup, ça marche pas mal comme concept. Moi, je pense que ça marche bien. Il y a des fois où ça marche pas bien, mais là, ça marche bien. Chaumont. Chaumont-Nice, première victoire de Chaumont. Ça y est, on peut sortir les confettis. Le compteur est ouvert, Mario. Les gens vont pouvoir retourner à Palestra en se disant qu'il y a peut-être quelque chose à y faire. Enfin.
Ah bah, c'était mal parti, hein, parce que le premier set, c'était à l'image de tous les matchs du début de saison. Donc ouais, première victoire. Merci Pierre Toledo. Je pense qu'il faut mettre une statue dans cette salle à l'effigie de Pierre Toledo qui a fait un deuxième set extraordinaire. De toute façon, pour moi, les tournants du match, c'était l'entrée de Jacob Pasteur qui fait une entrée, mais tonitruante. Il a été vraiment décisif sur toute la durée du match. Un vrai joueur de pipe où vraiment les pipes ont bien fonctionné. Et Pierre Toledo, il a fait tous ses points. C'est lui qui d'ailleurs marque les 2 premiers points de Chaumont sur un double bloc en début de deuxième set. Donc ouais, belle performance de Chaumont, même si franchement, je suis toujours très inquiet de la prestation de Brett Walsh, qui pour moi n'est encore pas du tout au niveau pour l'instant. Donc même s'il y a cette victoire-là, Brett Walsh m'inquiète toujours autant. Mais bon, ça fonctionne bien. Alors après, Braco aussi, non? Braco, c'est compliqué, hein. Ah, Braco, c'est très compliqué, ouais. Mais après, les jeunes, je pense que la situation fait qu'il ne doit pas non plus être en confiance. Peut-être que cette victoire-là va lui le débloquer un peu. Déjà, cette victoire, elle va soulager collectivement. Honnêtement, quand tu commences par 5 défaites, le moment où tu gagnes la première, tu te dis, bon, voilà, il se passe quelque chose. Et d'ailleurs, moi je pense que ça va peut-être les aider aussi. On avait vu une équipe qui était en grande difficulté en réception, et là on a vu un changement dans l'organisation, puisque c'est Lilian Lemeur qui a joué en réception, et Théo Durand qui a joué en défense. On le sait, Théo Durand c'est un très bon défenseur, et là on a découvert un Lilian Lemeur qui a été la grosse stabilité en réception. Ça a fait du bien à cette équipe. Alors, on a vu ça au match précédent d'ailleurs. Aussi, moi je l'avais pas vu le match d'avant, donc je te crois. Mais c'est vrai que ça fonctionne super bien, parce que c'est vrai que on sait que Durand c'est un très bon défenseur, d'ailleurs il a fait un très beau match Durand. Lilian Lemeur pareil, une belle stabilité en réception. Il le fallait d'ailleurs. Mais oui, collectivement c'est une belle prestation, un beau réveil des Chaumontais qui se sont pas laissés abattre par un premier set difficile. Mais comme je dis toujours, Brett Walsh serait un peu en difficulté quand même. Ok. Et côté niçois, par contre, est-ce qu'on peut déjà un petit peu sonner l'alarme? Parce que c'est une début de saison qui est quand même compliquée, loin de tes attentes, pas des miennes, mais loin de tes attentes, puisqu'on se le rappelle, hein, je vais le faire à peu près toutes les semaines, Mario les a pronostiqués 4e du championnat. Est-ce que là, Nice, qu'est-ce qu'on en dit de Nice, Mario? Ah, c'est assez compliqué. Après, c'est difficile à déterminer parce qu'il manque Riley Barnes, qui est remplacé par Colin Castelnau, qui fait quand même un beau match, qui stabilise bien la réception. Maintenant, Shai Lieberman, pour l'instant, c'est assez décevant quand même. Beaucoup trop fragile. Et au centre, Merrick McHenry, on en attend quand même beaucoup mieux, surtout avec sa détente assez extraordinaire. Bon, de l'autre côté, David Dulski, franchement, il fait son match. Après, Kim Ink aussi. Passer de Bruno Dias à Vessel Kemenk, c'est un peu comme de passer d'une Aston Martin à une Twingo, quoi. Ah, c'est pas. Non, après, non, mais après, voilà, de toute façon, Merrick McHenry, tu peux lui donner n'importe quel ballon. Normalement, t'as vu la hauteur qu'il a. Non, franchement, c'est pas ouais, mais et tu vois, tu parles de Dulski fait son match. Dulski, pour moi, il fait pas son match. Attends, il fait 45% à l'attaque. Il a tous les ballons presque. Après, il peut pas faire plus. Bah, 45% à l'attaque, si. J'espère qu'il peut faire plus. Il peut pas tout faire. Je veux dire, non, il peut pas tout faire. Mais je lui demande pas. Je lui demande pas de tout faire. Je lui demande pas de tout faire. Je lui demande de faire plus. C'est pas pareil. Après là, franchement, ouais, c'est. Et pourtant, tu vois, il y a des Niçois qui ont fait un bon match. Même Mason Briggs, il fait un bon match. Mason Briggs, en récep, il a tenu. Défensivement, au soutien, il est là. Là, je pense que ça se joue sur quelques Toulousains qui doivent être beaucoup plus solides. Shai Lieberman, de toute façon, je l'ai dit en preview, en réception, c'est un joueur qui doit faire beaucoup mieux. Offensivement, on sait qu'il est bon et encore, il a quand même fait beaucoup de fautes durant ce match-là. Mais en réception, il doit s'améliorer. Et c'est vrai que c'est compliqué pour Brice Donat parce que malheureusement, t'as que 3 R4 et t'en as un qui est blessé. Donc tu peux rien faire. T'es bloqué. Ah ouais, ils sont dans une situation compliquée. C'est très compliqué. D'ailleurs, tu l'as dit, a priori, les commentateurs annonçaient un retour de Briggs prochain. Pas de Briggs, pardon. Ouais, apparemment, Brice Donat a annoncé dans la Ah, Brice Donat, pardon. Ouais. Qu'effectivement, il serait de retour très prochainement. Bon, on leur souhaite, ça leur fera du bien parce qu'on avait dit, hein, à Nice, il n'y a que 3 R4, dont un très jeune, même deux très jeunes. C'est une situation qui peut être compliquée. Après, pour le moment. Nous, à l'image de Noah Martilla,
Franchement, ça tourne. il remplace Non, super bien. mais ça, j'en suis conscient. Mais tu vois, c'est un peu ce que j'avais annoncé en preview. Moi, pour le moment, mon pronostic me convient très bien, puisque c'est un peu comme ça que j'avais imaginé cette équipe cette saison. Et pour le moment, j'attends toujours qu'on me donne tort. J'espère que ça arrivera pour les Niçois. Nice, c'est un mystère comment une telle ville n'arrive pas à développer son club. Bah, à Nice, c'est toujours un peu compliqué dans le sport. Hein. Regarde le foot, c'est pas simple. Hein. Ouais, ça c'est compliqué. Particulier Nice. Hein. Comme, je pense qu'il y a des fonctionnements et ça doit être particulier comme endroit. Bref, match suivant. Ajaccio-Narbonne, belle victoire des Ajacciens dans un contexte très particulier, puisqu'ils ont dû jouer avec leur capitaine Florian Lacassie au centre, qui est normalement R4. Donc très spécial comme match. Déjà que tu as une saison dans laquelle tu n'as pas pu signer ton ton passeur. T'as pas pu l'enregistrer alors qu'il était déjà sous contrat. D'ailleurs, ils ont arrêté la collaboration entre Robin Nerodo et le club ajaxien. Tu as Daryl Bultor qui est blessé depuis presque le tout début de saison. Et là, Célian Talon était également absent, ton jeune central qui avait montré de belles choses. Et tu te retrouves dans une situation très compliquée à devoir faire jouer ton capitaine poste 4 au centre. C'est pas simple. Et pourtant, tu remportes cette rencontre 3-0, Mario. Incroyable, les Ajacciens. Ah, belle victoire. Alors, merde, j'ai plus le prénom. Célian Talon, qui est tombé malade juste avant la rencontre. Et d'ailleurs, Frédéric Fernandez qui a annoncé que le match allait pas être simple et qu'il avait un peu peur d'ailleurs de ce match-là. Et finalement, il le gagne 3-0. Comme quoi. Non, franchement, mais Ajaccio, c'est quand même dingue parce que collectivement, c'est tellement fort. Au service, en réception, au bloc, au soutien, ils sont tous là, ils courent partout, ils se donnent, ils se battent comme des guerriers. Victor Saucier qui franchement n'est pas titulaire de base, qui fait un super match au service, il a un impact énorme et puis même offensivement, il trouve les solutions. Pareil, Daniel Bala, super match. Je pense que les Narbonnais peuvent s'en vouloir parce que est-ce que pour tu moi, peux perdre parler ce match-là, c'est une très grosse erreur. Enfin, s'il te plaît, c'est... je te souffle dans l'oreillette, parle de Lucas Salès. Qu'est-ce qu'il est fort. C'est bien présenté, hein, oui. Qu'est-ce qu'il est fort. Attends, il est tellement fort là depuis le début de saison. C'est collectivement, Ah oui, mais même Foussier et gros nom en réception incroyable derrière. Mathieu Garcia, il peut jouer partout et ça fonctionne comme du feu. C'est très fort. Et un point quand même très fort, et je pense que c'est aussi, et ça c'est un avantage, je pense, d'avoir gardé la même équipe que les saisons précédentes qui ont joué du coup des finales de l'UB avec des sets en or, etc., qui ont acquis cette expérience-là, des moments chauds, etc. C'est que ils arrivent à tenir, ils arrivent à garder cette solidité-là en fin de set, dans les moments compliqués où il faut savoir tenir, il faut savoir avoir ce petit côté-là où il faut rester lucide. Et ils ont ça, et je pense que c'est aussi cette expérience-là des précédentes saisons qui fait que ils arrivent à le faire. Mais ouais, je pense que je pense que cette défaite-là, elle doit être difficile à digérer pour Narbonne parce que tu joues contre une équipe où il manque 2 titulaires, où ils ont un peu rafistolé l'équipe et qui te met 3-0 en plus. Hein. C'est même pas 3-1, 3-2, c'est 3-0. Ça fait quand même mal au cul quand même, hein, on va pas se mentir. Non, c'est sûr. Après, à Narbonne, on est toujours dans une situation un peu compliquée. C'est vrai qu'on avait eu des belles surprises en début de saison, mais pour moi, on est sur des victoires surprises. C'est pas des victoires qu'ils auraient dû faire dans la situation dans laquelle ils sont. Et peut-être qu'ils vont commencer à payer un petit peu ce cas de figure avec les 3 réceptionneurs attaquants qui doivent tourner sur les postes, etc. On le sait, Michael Serzinski va bientôt revenir de blessure à la hanche, c'est imminent. Je pense que ça va faire beaucoup de bien à Narbonne parce que ça se passait très bien en prépa. Donc je pense qu'ils sont très contents de le retrouver et enfin ils vont pouvoir avoir leur trio de R4 sur le poste 4 et ils vont pouvoir les faire tourner comme il faut. Donc je pense que côté Narbonnais, on est pressé que le pointu autrichien fasse son retour.
Mais voilà, côté, de toute façon, encore des gros matchs. Narbonne est normalement une équipe qui joue plutôt le maintien. En tout cas, ils essayent, j'imagine, de se qualifier en play-in. Étant donné que l'année dernière, l'objectif c'était les playoffs avec l'équipe qu'ils avaient. Je pense que cette année, le président n'a pas dû dire moins, ou en tout cas, il n'a pas dû dire autre chose que play-in minimum. Donc affaire à suivre côté Narbonnais. Et pour conclure rapidement un petit peu sur les résultats, on va passer sur le dernier match avant de vous faire le classement et les pronostics. Saint-Nazaire-Tourcoing, moi j'ai regardé ce match. Victoire des Tourquenois 3-7 à 1, MVP Ignacio Luengas. On a vu un très bon match, je trouve, collectif quand même des Tourquenois avec beaucoup de joueurs qui ont fait leurs points. On a 17 points de Martinez, 18 points de Antov, 17 points de Luengas. Si tu ajoutes les deux centraux, il y a 9 points de Stahl et 4 de Rurik, ça fait 13. Donc voilà, une distribution très très propre et plutôt équilibrée. Moi je trouve qu'on a un très bon match collectivement de Tourcoing. À l'inverse par contre, côté nazarien, j'ai trouvé qu'on n'avait pas retrouvé l'équipe qu'on avait pu voir sur les matchs précédents, dans le sens où là, Philippe John était en grosse difficulté. Il fait seulement 3 points à l'attaque sur 20 ballons, c'était très très dur. Et du coup, c'est ce qui a permis à Tourcoing de vraiment dérouler son jeu, puisque Garkov avait globalement tous les ballons. Donc en fait, à un moment donné, certes, il est très fort, Garkov, mais il peut pas tout faire. Là, il avait beaucoup trop de ballons dans la distribution, c'était assez déséquilibré. Caleb Jenes, j'ai bien aimé. Par contre, tu vois, j'ai trouvé qu'offensivement, il avait apporté des très belles choses. Je l'ai trouvé très bon dans ce match. Caleb Jenes, tu vois, il fait 61% en récep en plus sur 36 réceptions, 62% à l'attaque. Tu vois, il a été très performant individuellement. Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est vrai qu'on n'a pas eu le. Ah là, de toute façon, quand ton pointu fait 4 points dans le match, tu peux pas gagner. Voilà, 15 points pour 15. Quand ton pointu fait 15% à l'attaque et que le joueur à qui tu donnes 40 ballons fait 33%, bah tu peux pas gagner un match, c'est simple, c'est calcul, c'est facile. Voilà, il n'y a pas grand chose à en dire de plus. Là, c'est l'efficacité offensive de Saint-Nazaire à bosser, à travailler. Voilà. Effectivement. Je pense qu'on a tout dit. On va passer rapidement sur le classement, regarder un petit peu les évolutions. Chaumont qui prend ses premiers points mais qui reste quand même dernier. C'est quand même très serré, hein. De toute façon on est encore en début de saison. Merci Guy pour le follow. D'ailleurs j'ai pas remercié pendant l'interview tout à l'heure, mais merci Toireb et merci Mathis pour les follow. Donc Chaumont qui a pris ses premiers points, sa première victoire. C'est très serré dans le bas du classement avec quand même, voilà, de toute façon ça reste le début de saison, mais il y a très peu d'écart quand tu prends entre la 6ème et la 14ème place. Bah, il y a 5 points. 5 points, c'est assez peu, c'est moins de 2 victoires, tu vois. Entre si t'es en playoff ou si t'es relégué, il y a que 5 points. Donc pour le moment, il y a encore beaucoup de choses à faire. Et Ajaccio d'ailleurs qui prend cette place dans le top 6 avec cette belle victoire. Et on voit quand même un trio qu'on avait un petit peu anticipé quand même cette saison, Mario. C'est le trio Montpellier-Tourcoing qui commence à se détacher déjà. C'est les 3 clubs qu'on avait anticipé dans le haut du tableau. Chaumont, qu'en pensez-vous cette saison? Alors on a pas mal parlé de Chaumont, Guy, je te laisserai aller voir les replays sur YouTube de l'émission précédente notamment, dans laquelle on a longuement parlé de Chaumont en début d'émission, et puis même dans celle-ci je mettrai les replays de l'émission dès demain. Mais sinon, bah voilà, Chaumont c'est une équipe qui était en gros déficit de confiance et d'automatisme dans ce début de saison. Il y a du mieux, ça progresse, il leur manque un central, ça va peut-être se régler très prochainement, on leur souhaite. Et on verra, voilà, c'est ça, le retour de Raptis et de Sarema a quand même fait du bien, franchement. On voit que c'est pas la même équipe que sur les 2-3 premiers matchs. Mais maintenant, il faut que ça se débloque et que ça enchaîne. Il va falloir enchaîner un petit peu. L'équipe type, tiens, je nous l'affiche rapidement avant de nous passer sur le programme. Alors là, c'est pas la bonne, je vous mets la bonne, je vous m'excuserai. Équipe type de la semaine avec 5 clubs dans cette équipe type. On a que qui c'est qu'on a quelle équipe on n'a pas? On n'a pas de joueurs de Tourcoing, si. Il manque qui? Il nous manque Montpellier. Montpellier, c'est ça, il nous manque que Montpellier. Thomas Pujol dans l'équipe type pour déjà je sais plus, la 3e fois de la saison. Lucas Salès aussi, 2-3 fois déjà aussi.
Et Lucas Ramon, c'est pas la première fois. Par contre, voilà, 4 nouvelles têtes déjà, avec Pierre Toledo, premier chaud monté, évidemment, de la saison à être dans l'équipe type. Il n'y avait pas eu beaucoup de chance d'en avoir d'autres jusqu'à présent. Mitchell Stahl, qui pour son premier match sous les couleurs de Tourcoing en tant que titulaire, prend une place dans l'équipe type. Il a fait une très belle rencontre et j'espère que ça va pas trop porter préjudice à Twitoga qui était absent puisqu'il a accueilli un heureux événement dans sa famille le week-end dernier, c'est pour ça qu'il était absent. Et première apparition d'Yaousia Kavogo et de Maxwell Elgart qui eux aussi ont fait une très grosse rencontre. Mario, on va pouvoir passer au programme et au pronostic. Dans le chat, n'hésitez pas à nous donner vos pronostics. J'ouvre le bloc-notes directement. On est parti déjà. Premier match, le match de jeudi. Je serai dans la salle pour ceux qui veulent me faire coucou si vous êtes là. Vous pouvez. Je serai à Paris pour ce bon match. Belle rencontre entre Paris et Nice. C'est quand même deux équipes qui... Alors Paris est quand même un petit peu mieux. Nice, c'est compliqué. Match diffusé sur Beansport. Moi, je pense que j'ai du mal à imaginer cette équipe de Nice aller chercher même un point. Je pense qu'on est sur une victoire 3-0 ou 3-1 des Parisiens. Ouais, on joue 3-0 pour moi. Moi, je vais donner quand même un petit set à Nice parce que Paris est friable. Tu vois, Paris a quand même pas montré encore qu'ils étaient vraiment capables d'aller chercher des matchs 3-0, serein, calme, sans problème. Et Nice est quand même, eux, toujours capable d'aller chercher le petit set. Tu vois, ils ont... Est-ce que Nice a perdu un match 3-0 depuis le début de la saison? Il me semble que ça n'est pas arrivé une seule fois. Je suis en train de regarder. Nice a toujours pris un set, Mario. Ils en ont pris un. Et ils en ont pris deux contre Tourcoing, deux contre qui d'autre? Contre Narbonne. Et depuis, voilà, ils n'ont pas perdu. Ils ont perdu aucun match 3-0 pour le moment. À l'inverse, si je dis pas de bêtises, à Paris a gagné 3-0 contre Narbonne, mais je crois que c'est tout. Ouais, Paris a gagné 3-0 contre Narbonne. Mais il me semble que c'est le seul. Hein. Effectivement, c'est le seul. Sinon, ils se sont pris 3-0. Mais... Donc je vais donner un 3-1. Partant de là-dessus, Bastien qui est d'accord avec moi, Paris 3, d'accord avec toi Mario, Paris 3-0. Et Léo qui me dit j'espère que Paris pourra chercher les 3 points. C'est vrai que ça leur ferait du bien au classement à Paris, puisque avec une victoire, ils pourraient remonter quand même sans trop de problèmes dans le top 6. Peut-être recoller un petit peu avec le top 3 s'il y a un faux pas devant d'un des clubs de tête. Donc pourquoi pas pour Paris d'aller s'installer un petit peu dans ce haut de tableau. Ça pourrait leur faire du bien cette victoire. Match suivant, Tourcoing-Ajaccio. Alors Ajaccio nous fait un gros début de saison, mais j'ai peur que là, contre Tourcoing à domicile, ça risque d'être un peu technique. Mario? Moi je tente la surprise, je tente Ajaccio 3-1. Tu tentes Ajaccio 3-1? Ok. Moi je vais donner une victoire de Tourcoing 3-0. Donc vraiment, je vais partir complètement dans l'autre sens, puisque les Tourquenois quand même à domicile depuis le début de saison, c'est une victoire 3-0 contre Toulouse dans leur nouvelle salle. C'est une victoire 3-0 contre Paris. Tu vois, ils ont l'air quand même un peu solides. Hein, ça tourne pas mal. Là où, à l'inverse, Ajaccio, à l'extérieur, c'est une défaite 3-0 contre Tours. Une victoire contre Cannes 3-1. Allez, moi je vais quand même rester sur mon 3-0 pour les Tourquenois. Bientôt le retour de Daniel Vetter. Ça va faire du bien aux Parisiens aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'Karl Laurencé fait des très très belles choses, mais de la même manière que pour certains autres retours de blessures, ça fait, même si tu as des joueurs qui ont réussi à s'imposer et à faire des très bonnes performances, avoir un joueur de plus dans ta rotation, d'autant plus Daniel Vetter qui a été très bon l'année d'avant, c'est important. C'est sûr, après, bon, franchement, est-ce qu'il aurait fait mieux que Yann Laurencé? Enfin, je veux dire, je sais pas. Ouais, mais je sais pas. Mais le moment où t'as Yann Laurencé qui a un petit trou, parce que ça reste un jeune joueur. Quand t'as 3 joueurs, c'est plus simple quand même dans ta rotation. Enfin, quand t'as un joueur de plus dans la rotation, c'est toujours cool. Hein. Ah, c'est sûr. D'autant plus que là, si Daniel Vetter revient et est titulaire, ce que je pense que ce qui va arriver, tu sais derrière que t'as un joueur qui est largement capable de faire des belles choses avec Yann Laurencé. Donc c'est cool aussi pour le coach de savoir ça. Sinon, vous dites Tourcoing 3-0, Tourcoing 3-0. Et puis à point qui nous disent Nice, ils ont un ratio de points positif malgré ce haut classement. C'est vrai qu'ils ont pris pas mal de petits points par-ci par-là. C'est une équipe qui a pris des points même s'ils ont peu gagné de matchs. C'est vrai. Ça pourra compter pour aller chercher peut-être une place en play-in, peut-être éviter une relégation si ça se passe pas bien du tout.
C'est des points qui vont compter à la fin de la saison, à voir. Mais je pense qu'il parle des points. C'est quoi les points en classement ou les points Est-ce que c'est les points marqués dans les sets? ratio? Ratio, ça me fait plus penser au nombre de points. Je regarde. Points gagnés, points perdus. Oui, c'est ça. Ils ont gagné plus de points qu'ils en ont perdu dans les matchs. Dans les matchs. Ok. Bah, c'est vrai que c'est une équipe qui. Bah, de toute façon, on l'a vu, c'est une équipe qui a malheureusement craqué des matchs qu'elle aurait peut-être dû gagner, quoi. On pense à un match contre Ouais. Narbonne. Ils auraient Il y a dû eu des plus gros gagner. écarts, ils ont gagné que ce C'est contre Toulouse aussi où ils ont un peu balancé le match, non? Ils mettent des 25-15, 25-18, donc forcément, voilà. Non, contre Toulouse, ils ont gagné. Je sais plus contre qui ils avaient un peu balancé. Contre les Plessis, où ils ont un peu craqué également. Poitiers-Chaumont. Alors, est-ce que Chaumont peut aller récupérer un peu mieux encore, continuer. Là, ils sont lancés. C'est un match à l'extérieur contre une équipe de Poitiers qui a montré des très belles choses, mais qui est capable aussi de se craquer un peu. On l'a vu notamment cette saison du côté de Montpellier, défaite 3-0. On les a vus, les Poitevins, perdre à Saint-Nazaire aussi, 3-2. On les a vus perdre contre Tours. Et ouais. Parce que là, il est dans une nouvelle dynamique. Brett Walsh contre son ancien club, peut-être qu'il va vouloir montrer des belles choses. Non, je vais quand même dire Chaumont. Allez, Chaumont 3-1. Moi, je vais donner victoire de Poitiers. Parce qu'honnêtement, cette équipe me fait vraiment plaisir. Et puis, j'ai pas vu le match de Chaumont. Donc, je saurais pas te dire si je suis confiant sur les problèmes, est-ce que ça a été réglé, etc. Donc, moi, je vais donner une victoire de Poitiers. Par contre, j'aimerais pour Chaumont qu'ils prennent un point. Donc, je vais donner une victoire de Poitiers 3-2. Et toi, t'as donné quoi comme prono? J'ai pas entendu. 3-1 pour Chaumont. Moi, je vais donner 3-2 pour les 3-2 pour les Poitevins. Et vous, dans le chat, Poitiers 3-1, Chaumont 3-1. Bon, vous êtes un peu opposés. Alors, Plessis-Toulouse. Ça, c'est un match intéressant. Les Robinsonnais qui vont recevoir Toulouse. Pas facile. Déplacement pas facile. Moi, je vais quand même dire Toulouse parce que je trouve qu'ils étaient pas loin d'aller faire tomber Montpellier malgré les scénarios complètement dingues. Je pense que ce début de saison renforce les Toulousains sur le mental, etc. Et je pense que là je sens qu'ils je sens bien aller chercher 3 points à l'extérieur. Moi, je pense qu'il va y avoir une très belle ambiance au Plessis. Il va y avoir une très très belle ambiance sur ce match parce que. Oui, mais Toulouse, ils sont habitués à ça. Ils ont oui, demi-spectacle. Mais j'ai pas dit ça pour Toulouse. Mais je pense que ça va être un match super intéressant. Et moi, je vais donner victoire du Plessis 3-7-1. Comme vous dans le chat. D'ailleurs, je vous espionne un petit peu. Moi, je dis Toulouse 3-0. Et toi, tu dis Toulouse 3-0. Donc là, genre, le Plessis qui vient de mettre un 3-0 à Cannes va prendre 3-0 sec contre Toulouse qui est quand même pas avec des gros automatismes. Ouais, mais t'as quand même deux équipes qui sont sur des dynamiques opposées, hein. Là, je sens que Thibaut Ripper, il est prêt là. Ok, je comprends. Je sens qu'il est prêt à en découdre. Je comprends. Moi aussi, j'ai envie de donner victoire de Toulouse. Je pense qu'à la maison, le Plessis va étouffer Toulouse 3-1, Plessis 3-1. Ouais, vous êtes d'accord. On est d'accord. Cannes contre Tours. Alors là, par contre, j'ai vraiment aucun doute, hein, parce que Cannes m'a vraiment pas impressionné du tout. 3-0 pour Tours. Là, désolé les Cannois, mais franchement, pour le moment, tant que j'ai pas vu mieux de la part de Cannes, pour le moment, c'est pas une équipe que je trouve encore dans le. Duel entre les deux clubs qui ont remporté le plus de fois le championnat de France. C'est vrai. Malheureusement, aussi 3-0. Là, il y a un écart. Alors, vous êtes d'accord, hein, Tour 3-0 sec, Tour 3-0, on est d'accord. Arago Saint-Nazaire, ça c'est un match un peu particulier. Alors, ce match, il va se jouer, c'est important, il va se jouer à Béziers encore pour celui-ci. On va aller jouer à Béziers pour l'Arago. On le sait, ils n'ont pas gagné depuis plus d'1 an là-bas. Saint-Nazaire est une équipe qui tourne plutôt pas si mal. Je sens que c'est pas encore pour aujourd'hui la victoire de l'Arago à domicile. Mais je pense que là c'est le genre de match où tu vas peut-être faire un 3-2. Notamment parce que t'as pris une branlée quand même ce week-end et que tu vas avoir quand même à cœur de faire mieux. Moi je vois 3-2 pour 7. Ok, et ben moi je vois 3-2 pour Saint-Nazaire.
Donc on est tous sur du... Et d'ailleurs dans le chat vous êtes pareil que nous. Je vois bien un tie-break pour Saint-Nazaire et Bastien il a dit 3-2 pour l'Arago. Donc vraiment tout le monde est d'accord sur le fait que ça va être un match de 2h30, 3h de jeu. Bien bordélique. Mais à suivre ce match, franchement il va être intéressant. Ça va être samedi soir 19h30. Victoire de l'équipe au passeur espagnol. Ouais, sûrement. Ah mais oui, mais 6-7 aussi, ils en ont un, putain, oui, je suis con. Bah oui. C'est pour ça qu'il dit Ah oui, ça. t'as donné à celui qui a le plus d'expérience, c'est ça. Narbonne-Montpellier, ça c'est un match qui avait fait couler de l'encre l'année dernière puisque Narbonne avait gagné 3-0 à domicile contre un Montpellier qui était à ce moment-là sur un très très gros début de saison, Mario. Est-ce que tu penses qu'ils peuvent réitérer l'exploit cette saison à domicile, poussé par leur public, dans un derby? Moi j'ai envie d'y croire aussi. J'ai envie de remettre le même genre 3-0 Narbonne comme l'année dernière. Non, moi Victoire je sèche. Ah Toi, non, il tu y a dis pas l'inverse. Nicolas Le Goff, c'est vrai. C'est vrai que ça va compter. Ah non, Un quand petit même, peu. peu les 3. Donc Montpellier 3-1, ok. Mario, t'as donné énormément de victoires à l'extérieur quand même sur cette journée puisque t'as donné seulement Paris gagnant à domicile et l'Arago. Sinon t'as donné toutes les équipes à l'extérieur. Ouais, bah après... Autant te dire qu'en général c'est jamais trop le cas, mais bon courage. Narbonne 3-0 pour Bastien. Ah, je suis d'accord, je suis content, Bastien on est d'accord. Et 3-0 pour Montpellier sans trop de difficultés. Donc vraiment on est sur vraiment l'opposé total. C'est parfait, je vous adore. On se retrouvera lundi pour débriefer ces pronostics et faire le point. Mais comme ça, c'est parfait. Hop, je nous remets la petite scène. Voilà un petit peu pour la MSL. La MSL qui continue de nous faire kiffer de journée en journée. Vous pouvez retrouver tous les soirs de matchs, les lendemains de matchs, au plus vite possible, les résumés des matchs sur la chaîne YouTube. 3 minutes, si vous n'avez pas vu le match, vous y voyez un petit peu d'action, les plus belles actions du match. Ça vous permet de voir un petit peu les dynamiques, de voir qui a fait des dingueries surtout. C'est sur la chaîne YouTube, je vous mets le lien dans le chat. Et voilà un petit peu. Mario, est-ce que tu veux qu'on regarde rapidos les vite fait les résultats des championnats? Alors, si tu veux, mais ce sera sans moi. Bon, et ben on va pas regarder les résultats des autres championnats, on n'a pas le temps. De toute façon, c'est comme d'habitude le tour du monde, c'est si on a le temps. Si vous voulez aller voir les résultats, vous avez les posts sur Instagram, Facebook, Twitter, TikTok avec les récaps, les résultats des matchs à l'étranger avec les stats des Français. Peut-être que je lancerai un live si j'arrive à régler mon problème d'avion ordinateur pour regarder des résumés notamment du championnat italien et espagnol. Non, ça aurait préféré pour Bastien, mais non, j'aurais plutôt regardé le championnat polonais dans la semaine Après, peut-être. Il y aura peut-être des lives effectivement de Léo. Et moi je vais faire le match Perugia-Trentino dimanche soir. Ouais. Comme on a fait avec Perugia-Verona dimanche. Tout à fait. Enfin hier du coup. Donc n'hésitez Ferral pas à avoir les notifications puisqu'on fait des lives très souvent en vrai de vrai. C'est Enfin, ça. on essaye. Lâchez un follow. Lâchez un follow. Si vous voulez nous soutenir, vous pouvez toujours aussi mettre un petit sub ou faire un don. Je vous mets les trucs dans le chat. Oui, et si vous avez Amazon on Prime, s'acheter c'est 40 bières par soir. exactement. Et si vous avez Amazon Prime, c'est gratuit. Vous avez juste à lier votre compte Twitch avec votre compte Amazon et vous pouvez nous soutenir financièrement dans nos projets. Puisque il n'y a plus de sous. Voilà. Il n'y a plus de sous, il y a trop de projets, il n'y a plus d'argent. Donc aidez-nous s'il vous plaît. Bref, on vous remercie d'avoir été présent sur... Pour prévenir, on fera quand même une bidouille un peu plus développée la semaine prochaine. C'est juste que là, effectivement, 19h30, on s'adapte à quand on a un invité, forcément, ça nous prend un gros sujet. C'est normal. Oui, aussi. Oui, c'est vrai. Mais voilà, il y a aussi des horaires. La semaine prochaine sera beaucoup plus développé. On essaiera de parler effectivement des autres championnats, mais on va dire qu'aujourd'hui, c'est un peu exceptionnel. Donc faut pas trop nous en vouloir. Bon, je vous remercie d'avoir été présent. Vous aurez le replay pour ceux qui ont raté des parties. Vous aurez le replay de l'interview de Thibaut Ripper au plus vite sur la chaîne YouTube. Pareil, mettez la petite notification, comme ça vous ratez pas. Et le replay de cette émission en entier sera disponible aussi dans la journée. Demain, peut-être à jeudi. Eh ben, j'espère, Léo.
Avec les plaisir. Les mots, c'est magnifique. Ah, le multiverse, c'est Spider-Man. Mais hésite pas à faire un coupon, on pourra discuter, ouais, si tu veux. Pas de souci. Bref, Ah, ça, c'est bien. demain 5 heures debout pour Placette, Richard. Ah oui, c'est vrai que ça joue du beach, et d'ailleurs j'ai vu que le duo Rotard-Gauthiera avait été premier de son groupe, Mario, en championnat du monde de beach, les Français. Ça joue plutôt pas mal a priori, hein. Donc pour ceux qui veulent suivre. Ouais, on n'a pas trop le temps. Espérons que Placette et Richard gagnent. Ouais, aussi. Allez les Français. C'est ça. On vous souhaite une très belle fin de soirée, une très bonne semaine si on se revoit pas, et à très vite sur partout. Ciao, ciao. Ciao, Bonne ciao. soirée.